Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce second rendez-vous des matinales Go MSP proposé par Whatsoft et OpenIP. Donc, je suis Vincent Vérag, le rédacteur en chef de l'EDI. Il y a 3 semaines, lors de notre premier volet, nous avons abordé la problématique de la transformation du revendeur IT vers le modèle MSP. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay de l'ensemble de la session sur le site go.msp.eu.com. Et pour cette seconde édition, nous entrons un peu plus dans le cœur de métier du MSP en parlant cette fois d'automatisation. Donc l'automatisation, c'est en quelque sorte le nerf de la guerre d'un business model basé sur les services managés, car d'elle dépend la capacité notamment à reproduire des schémas identiques d'un client à un autre pour tel ou tel service, et donc de dégager du temps, notamment pour servir davantage de clients et optimiser ainsi ses équipes et son temps. Donc nous avons 3 temps forts pour cette matinée. Dans une trentaine de minutes, j'échangerai avec Julien Nérial de Nérial Informatique. C'est un revendeur de Clermont-Ferrand qui a pris un virage MSP il y a quelques années en partant d'un héritage vraiment tourné vers le transactionnel. Donc il nous fera partager son expérience ainsi que sa façon d'aborder l'automatisation et ce que ça lui rapporte. Julien participera également à la table ronde que j'aurai le plaisir d'animer en troisième temps de cette session, à laquelle participera également Stéphane Waro, qui est formateur et technicien support de Whatsoft, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent donc déjà. Et il y aura un troisième participant à cette table ronde qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Il s'agit de Marc-André Tanguay, qui occupe chez SolarWinds MSP la fonction de Head Automation Nerd. Alors, moi, j'ai trouvé une traduction, c'est la tête chercheuse en automatisation. Je ne sais pas si ça lui conviendra, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux, en tout cas en français. Donc, on ne peut pas faire plus spécialiste, en tout cas, du sujet. C'est d'ailleurs à Marc-André que je vais donner la parole, car pour commencer cette session, il va nous proposer une conférence donc, sur son sujet de prédilection, sur l'automatisation. Alors, les plus perspicaces d'entre vous noteront sans doute que Marc-André a un léger accent québécois. Il faut donc particulièrement saluer sa présence parce qu'il est en direct d'Ottawa, donc en Ontario. Il a donc dû se lever encore plus tôt que d'habitude pour être avec nous, car là-bas, il est 3h30 du matin. Donc, bonjour Marc-André, merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que vous avez bien fait le plein de café, de sirop d'érable, de pancakes, tout va bien? Vous êtes prêt pour votre présentation? Oui, tout est prêt. Honnêtement, mieux pour vous, je bois du café, mais c'est du décaf. Vous voudriez pas D'accord. de café. Il faut tenir juste au moins 1h30, ça ira. Voilà, c'est ça. Je vous laisse partager votre écran et lancer votre présentation. Et je vous retrouve donc à la fin. Vous pouvez poser des questions également sur le jeu précis. Vous pouvez poser des questions sur l'application GoToWebinar. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marc-André ou ensuite pour les différentes autres sessions. Et je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Donc, le focus de ma présentation ce matin, ça va être comment développer son business MSP avec l'automatisation. Dans le fond, l'automatisation, c'est un sujet qui est souvent méconnu. Les gens voient ça un peu là, comme de la magie noire. On fait des scripts dans le coin là-bas. Puis, il y a des choses qui se font, on sauve du temps, les gens sont heureux, mais les gens comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'est l'automatisation. Donc, c'est ce sur quoi je vais focuser ce matin. On va regarder ensemble pourquoi l'automatisation est si importante. On va regarder en même temps des conseils, des bonnes pratiques, des choses que je vois les gens faire qui automatisent bien. Puis ensuite, on va regarder comment on peut calculer l'impact de l'automatisation sur son business. On a travaillé au travers du temps sur un calculateur d'automatisation. Puis, on va regarder ça ensemble également. Comme on vous a dit, mon nom c'est Marc-André, je suis le Head Automation Nerd. Mon rôle, dans le fond, consiste à travailler avec des partenaires comme vous pour tout ce qui a à voir à l'automatisation. Donc, que ce soit de créer des scripts de temps à autre. Je travaille beaucoup dans Automation Manager, qui est notre plateforme d'automatisation, pour créer les objets natifs, donc pour vous faciliter la tâche en vous créant des petits... pour une meilleure description, ça va être des petits blocs Lego d'automatisation que vous pouvez utiliser pour créer vos propres scripts, vos propres politiques d'automatisation. Je travaille beaucoup avec les équipes de projet et de produits à l'interne pour expliquer vos besoins. J'ai la chance de travailler avec des partenaires comme vous de façon quotidienne, du début de la journée à la fin, pour bien comprendre ce que vous faites. L'important pour nos rôles, pour les nerds, c'est de bien comprendre ce que vous faites pour être des bons, en anglais, je dirais des advocates, pour être des gens qui vont pouvoir bien comprendre vos besoins pour vous aider dans cette démarche-là. Donc, c'est ça, c'est un rôle qui est assez là, ouvert. Normalement, je voyagerais beaucoup,
Par contre, évidemment, avec les restrictions récentes, je suis un peu pris à la maison depuis 1 an, mais je fais beaucoup, beaucoup de meetings à distance pour garder là, ma compréhension de tout ce qui se passe dans le marché. Puis on s'est beaucoup ajusté au niveau de ce qu'on produit comme automatisation selon ce qui a changé. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à l'automatisation? Évidemment, pour une compagnie, les gens vont dire ils veulent sauver de l'argent. Évidemment, c'est une des raisons. Par contre, la, la vérité, là, c'est que l'automatisation, ça passe par les techniciens, ça passe par les gens qui le font au jour le jour. Donc, l'automatisation, ça passe par regarder comment refaire les mêmes tâches de façon quotidienne, de façon hebdomadaire et ainsi de suite. Comment faire pour automatiser ces choses-là? Que ce soit de dire à tous les jours, j'ai une checklist que je dois faire pour ces différents équipements-là. Est-ce qu'on peut automatiser cette liste-là? J'ai un client qui appelle à tous les 3 jours pour un problème. Est-ce que je peux automatiser ces activités-là? C'est de trouver les choses pour sauver du temps, pour que les techniciens soient plus utiles dans leur rôle. L'idée, c'est pas de remplacer les gens, c'est de les utiliser de façon plus efficace. Un bon exemple, c'est un partenaire avec qui j'ai travaillé il y a 6 ou 7 ans. Eux autres, dans le fond, ils étaient après autour de 5 à 6 000 machines sous déploiement, évidemment, étant même un assez gros MSP. Puis, au travers du temps, on a travaillé avec eux pour leur donner des bonnes pratiques, des choses qu'ils devraient bien faire, des ajustements à faire au niveau de leur setup, de leur plateforme RMM. Puis, ils ont grandi de 6 000 à environ 16 000 au travers des années. Puis, ils disaient, je les ai rencontrés l'an dernier, ça fait 1 an et demi après, je les ai vus. Puis, quand je les ai rencontrés la dernière fois, ils m'ont dit, ils ont réussi à passer de 6 000 à 16 000, qui est quasiment 2 fois et demi, 3 fois, en même pas doublant leur staff technique. Donc, ça leur a permis de faire 2 fois et demi, 3 fois la quantité de machines sous gestion sans avoir à faire 2 fois et demi, 3 fois le staff. Puis c'est là que l'automatisation devient utile. Leur staff, ils peuvent les utiliser pour des appels plus complexes, ils les utiliser pour des choses plus importantes, ce qui fait qu'ils ont une meilleure rétention de staff, puisque les staffs n'ont pas à gérer des appels de base, des appels plates à tous les jours. Donc, ça leur permet de faire ça. Au niveau des enquêtes de satisfaction qu'on fait, on voit que les techniciens sont plus heureux lorsqu'ils peuvent utiliser l'automatisation. Il y a toujours une petite barrière là, de est-ce que je vais me faire mettre à la porte, est-ce que je vais perdre mon emploi? Mais une fois que cette barrière-là est passée, on voit vraiment un bénéfice à l'utiliser. Ensuite de ça, les avantages clés, évidemment, de l'automatisation pour le MSP, pour la compagnie. Évidemment, c'est plus rentable. C'est pas compliqué. Là. Il y a toujours l'aspect financier, malheureusement. On doit en parler, il est là. On doit aussi combattre la commodisation. On le voit beaucoup aux États-Unis, on le voit beaucoup dans certains pays d'Europe. Je le vois beaucoup dans les pays d'Australie, la Nouvelle-Zélande. Il y a une commodisation qui s'est faite au travers du temps. Donc, le marché a maturé. En maturant les gens, on voit que les prix baissent parce que les gens disent, OK, là, maintenant, on doit se battre sur le prix. Puis cette commodisation du marché force les gens à être plus efficaces. On ne peut pas charger, je dis, un prix là, 100 $ par machine ou 10 $ par machine ou 20 $ par machine, dépendant du marché. Si un autre va le faire à la moitié du prix en offrant la même chose, si lui le fait, à ce prix-là, souvent, ça va être parce qu'il va automatiser plus. Je l'ai vu en Allemagne récemment quand j'étais là-bas. Il y avait un MSP qui lui disait, moi, je peux automatiser le déploiement de l'immigration Office 365 à 95%. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais faire un prix fixe qui est beaucoup plus bas que tout le monde. Puis, ça me permet d'aller chercher le marché très facilement. Donc, ça, il a créé une commodisation lui-même du marché. Puis, ça lui a permis de prendre une main basse dessus de façon très, très facile. Évidemment, on veut réduire le risque aussi par rapport au facteur humain. Une chose qu'on voit souvent qui arrive, c'est que les gens vont faire les mêmes tâches de façon répétitive. Je l'ai fait pendant des années quand j'étais technicien, il y a 15 ou 20 ans. Puis ce qu'on voyait, puis ce que j'ai vu moi-même, c'est que les gens deviennent un petit peu, je dirais, là, complaisants. Les gens viennent fatigués de faire les mêmes choses, donc le facteur humain fait que les gens viennent paresseux. Les gens font les tâches ennuyeuses, mais les font moins bien. Ça, c'est ce que j'ai fait moi aussi. Veux pas, tout le monde le fait. Donc, on doit s'assurer que les tâches ennuyeuses, bien importantes, soient faites, les maintenances, les choses comme ça. On veut également standardiser les prestations de services. Si on dit à notre client, monsieur le client, nous, on va monitorer ces 40 choses-là, on va faire ces maintenances-là pour vous, on va faire ces automatisations-là, on va vérifier que ces conditions-là soient rencontrées, on doit s'assurer que ça se fasse parce que sinon, on est en brèche de contrat. Donc, en tant qu'MSP, en faisant la transition vers l'MSP, l'automatisation dès le début, c'est ça qui s'assure qu'on standardise puis qu'on rencontre nos programmes et services qu'on donne aux clients. Puis évidemment, ça va donner un meilleur service aux clients si
on automatise beaucoup de choses, puis on lui explique bien, le client va voir qu'on fait un bon travail. Il y a 4 leviers qu'on voit au niveau de la commodisation, au niveau du MSP pour être plus efficace. Évidemment, structurer son personnel et ses processus de façon efficace, c'est important. C'est le premier levier. Le deuxième, c'est l'automatisation. Le troisième, c'est d'éliminer les pertes de temps à l'interne. Puis le troisième, c'est de réduire les problèmes qui peuvent être évités, les choses que les gens gèrent qui n'auraient pas nécessairement même dû arriver. Ils n'auraient pas dû avoir ce billet-là. Puis je dis pas qu'on ne veut pas avoir ce billet-là dans le sens que le billet n'est pas important, c'est qu'on aurait dû gérer le billet avant que ça crée un billet. Ça fait un peu de sens, là. Mais on va en parler avec des exemples un petit peu plus tard. À gauche, c'est un graphique qu'on a fait avec des sondages clients, avec des études pour voir qu'est-ce que les techniciens prennent pour leur temps à tous les jours. Ils font des tâches administratives. Ils font beaucoup de chronométrage et de documentation dans leur logiciel PSE, dans leur logiciel de billetterie. Ils prennent beaucoup de temps à rechercher de l'information. Le client appelle, dit j'ai un problème avec mon imprimante. Là, il doit faire des petites recherches, trouver qu'est-ce qui pourrait être le problème. On va sur Google, on demande à des collègues et ainsi de suite. Ensuite de ça, faire les tâches proactives, les maintenances. Le matin, la personne passe une petite demi-heure à faire des petites tâches faciles, des choses répétitives, des maintenances, des vérifications de backup, des choses comme ça. Puis évidemment, réduire des tâches qui sont récurrentes ou répétitives, ça prend une autre grosse partie du temps. Et finalement, celui qui est en rose, la résolution de problèmes complexes. C'est là qu'on veut passer le plus de notre temps. Donc, on veut automatiser toutes ces sections-là le plus qu'on peut pour pouvoir focuser sur les problèmes complexes. La raison pour laquelle on veut faire ça, c'est que ça, c'est très, très dur à automatiser. Les problèmes qui sont complexes, qui demandent des recherches, qui demandent du temps, on ne peut pas automatiser ceux-là. Les problèmes complexes doivent être réglés par un technicien, par quelqu'un qui connaît son métier, par quelqu'un qui est physiquement là. Le restant, les tâches de maintenance proactive, les tâches redondantes, on peut automatiser ça le plus possible. Le chronométrage de documentation, c'est nécessaire, mais on peut diminuer le besoin si on diminue le nombre de billets simples et rapides qu'on doit gérer pour leur permettre de passer plus de temps sur des problèmes complexes. Comme je vous dis, le but n'est pas de réduire notre staff, c'est de mieux utiliser notre staff, nos équipes pour pouvoir être plus efficaces. C'est tout simplement ça. Donc, le deuxième levier, évidemment, c'est l'automatisation. C'est lui que je vais focuser parce que c'est plus ma zone de confort, mon expertise personnellement. Le défi qu'on rencontre tout le temps quand on parle d'automatisation, ça, c'est quand j'allais chez les gens physiquement, quand je fais des webinars, j'ai des gens qui sont dessus, quand je fais des appels un à un, les gens me disent on n'a pas le temps. Je suis une petite compagnie, j'ai un technicien, 2 techniciens, ou c'est juste moi tout seul. Je n'ai pas de temps à mettre sur l'automatisation, je travaille déjà trop. Le problème, c'est que l'automatisation, c'est un investissement. Donc, vous savez que vous devez le faire, mais vous ne le faites pas parce qu'on est occupé. Il y a des questions que vous devriez vous poser. Vous devriez regarder, est-ce que vous utilisez des scripts déjà en partant? Si oui, à combien de temps que ça vous sauve? À quelle fréquence l'utilisez-vous? De cette façon-là, vous allez voir, OK, regarde, j'ai pris 5 minutes pour déployer ce script-là, puis il me sauve 1 heure. Donc, non, on n'a pas le temps de le faire, mais si on le fait, on sauve 1 heure qu'on peut réutiliser ailleurs. À l'interne, est-ce que vous avez quelqu'un qui connaît l'automatisation, qui connaît comment faire des scripts, qui connaît PowerShell, qui connaît la plateforme que vous utilisez? C'est qui votre spécialiste? Encore là, vous n'allez peut-être pas en avoir un, puis c'est correct si vous n'en avez pas. Par contre, vous allez trouver une personne qui pourrait investir un petit peu de temps, que ce soit là, une demi-heure, 1 heure et demie par semaine au début pour réussir à peaufiner les stratégies. Donc, c'est d'assigner quelqu'un, c'est de prévoir du temps tous les mois. Donc, posez-vous ces questions-là. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je le fais? Puis les gens souvent vont dire non, je suis trop occupé. Honnêtement, de façon générale, là, vous devriez pouvoir trouver là, pas 1 heure par jour, pas 2 heures par jour. Si vous pouvez, great, c'est superbe. Mais si vous ne pouvez pas, donnez-vous 1 heure par semaine le vendredi après-midi avant de finir votre semaine. Donnez-vous un dîner par semaine ou un déjeuner par semaine dans votre cas que vous allez dire, OK, pendant ce déjeuner-là, moi, je vais m'asseoir, je vais manger mon sandwich, puis je vais travailler sur l'automatisation. Trouvez du temps comme ça pour voir ça. Puis en même temps, demandez-vous si on peut vous guider dans ce processus-là, que ce soit de vous offrir des formations, de venir sur les office hours, des choses comme ça, pourriez-vous en profiter plus? Encore là, c'est une question de temps, je comprends, mais c'est une question de le faire. Selon les estimations, selon ce qu'on voit des MSP avec lesquels on parle, qui automatisent beaucoup, on voit que jusqu'à 60 des services qui sont faits par les MSP peuvent être automatisés. Donc, 60 des services, c'est énorme comme portion. Donc, si les gens disent j'ai pas le temps, c'est parce qu'ils font 60 là à la main.
Une fois que vous allez dire, OK, je vais en prendre un 10%, je vais l'automatiser. Un autre 10%, je vais l'automatiser, et ainsi de suite. Puis on va juste là, tranquillement là, aller chercher cette liste-là puis travailler dessus. Ça va réduire de façon assez énorme le temps qu'on passe sur ces choses-là. Les MSP les plus performants, ceux avec lesquels que je parle, qui sont les plus automatisés, on voit que leur approche de l'automatisation est voulue, est réfléchie. C'est quelque chose qui est délibéré. Les gens vont dire: «OK, on va assigner» les compagnies qui sont énormes vont assigner une, deux, trois personnes à temps plein sur l'automatisation. Évidemment, c'est quelque chose qu'ils peuvent investir parce qu'ils sont plus gros, je comprends. Si vous avez un ou 2 techniciens, vous devez prendre une approche qui est voulue et délibérée pour dire, OK, on va lui donner 1 heure par semaine, une demi-heure par semaine, peu importe le temps, mais lui donner un petit peu de temps. Puis évidemment, c'est une culture. C'est une culture que vous devez maintenir et créer à l'interne. Ça semble facile à dire, bien sûr, mais c'est de prendre le temps de dire à ces techniciens, regardez, si vous voyez une tâche qui arrive, puis vous la voyez souvent, ou vous dites, you know what, c'est une perte de temps, ça, je peux l'automatiser, ou quelqu'un pourrait le faire. Prenez une note, mettez-le dans un billet, créez un billet séparé dans une section à part, créez quelque chose pour savoir de revenir regarder ça. Euh, Ça, c'est ce que les MSP qui sont les plus performants font. J'ai même vu des gens dans leur PSA, dans leur échelle de billetterie, qui vont créer un champ juste pour est-ce qu'on peut l'automatiser, puis ils font des rapports à tous les mois pour trouver ces systèmes-là. Donc, les techniciens ont juste à cliquer une boîte puis le faire. Il y en a qui vont donner une incentivisation financière. Donc, ils vont dire pour chaque automatisation que vous créez, les techniciens, je vous donne 20 euros cash. Ou un bonus, ou un SPF, peu importe comment vous voulez l'appeler, là, mais ils donnent un montant aux techniciens pour faire ces tâches-là. Donc, c'est une approche qui est, OK, ben, ils n'ont pas le temps de le faire durant le jour. Des fois, il va rester une demi-heure plus tard parce qu'il veut avoir son montant de plus parce qu'il en a besoin pour payer un souper avec sa copine, peu importe le cas, là. Mais il va vouloir avoir ce montant-là, donc il va travailler pour, puis il va le faire. C'est une culture qu'il faut mettre dans ses techniciens, dans la compagnie pour bien faire ça. Euh, Puis un autre changement qu'on voit beaucoup aussi, c'est qu'au niveau des MSP, les gens vendent les résultats et non pas les heures. Les MSP qui sont très performants, qui sont très efficaces, on les voit, eux, généralement, vont facturer de façon mensuelle un frais fixe à leurs clients, ou ils vont dire, on va migrer en Office 365, ça va être 20 par machine, moi, je m'occupe du reste, ou peu importe le prix que ça va être, mais ils vont charger un prix fixe parce qu'ils vendent les résultats, ils ne vendent pas des heures. Un bon exemple que j'utilise souvent quand je présente, j'explique que nous, au Canada, c'est très commun. Là, la fin de semaine, évidemment, on doit couper notre gazon sur nos terrains. Là. Je reste en banlieue, donc j'ai un gazon à l'avant. Je dois le couper. J'ai des ados qui vont venir chez nous, vont cogner à la porte, ils vont dire, gars, j'ai pris la tondeuse à papa, je veux que je fasse ton gazon, ça va te coûter 40 ça va me prendre 1 heure. Parfait. Il s'en va le faire, il revient 1 heure après, il cogne. J'ai fini, Marc-André. OK, parfait, je regarde ça, il a fait une belle job, voici 40 il s'en va. Quelques semaines après, j'en ai déjà vu qui sont revenus, puis on dit, je vais faire ton gazon, tu l'as fait, je l'ai déjà fait, ça va être 40 Parfait. Il s'en va, il revient 15 minutes après, puis il a fini. Parce qu'il a investi dans ses outils, il a investi dans une bonne tondeuse, il a investi dans de l'équipement, puis il est capable de faire un meilleur travail plus rapidement, puis de façon plus performante. Donc, est-ce que je lui donne moins d'argent parce que ça a été plus vite? Non, l'argent, le travail vaut la même chose, sinon plus même, parce que son travail est plus uniforme, il est de meilleure qualité, puis il était même moins bruyant. Donc, il a vendu ses résultats. Donc, il est venu me voir, il ne m'a pas dit ça va prendre 1 heure, ça va être tel prix. Il m'a dit je vais le faire, ça va être tel prix. Donc, il m'a vendu un prix pour les résultats, puis c'est ce qui a donné une meilleure qualité de travail. Donc, c'est un investissement qu'il a fait. C'est la même chose qu'on recommande du côté MSP. C'est ce qu'on voit les meilleurs MSP faire. Donc, les choses à retenir qui sont très, très simples, évidemment, c'est que l'automatisation, ça élimine le temps perdu. Euh, le temps perdu pour les tâches répétitives, ça vous fait économiser de l'argent. C'est très, très simple. Ça revient à ça. J'aime pas utiliser l'aspect financier quand je parle d'automatisation, mais malheureusement, il est là pour les propriétaires de compagnie, pour les gens qui font la gestion. Évidemment, c'est important de bien le comprendre, c'est important de le voir. Pour les techniciens, évidemment, peut-être un petit peu moins, mais c'est important de bien comprendre que l'idée, c'est pas de remplacer les gens, c'est d'économiser le temps pour faire des choses plus intéressantes. Puis, c'est important aussi de retenir que les clients ne vous paient pas pour le travail que vous faites, ils vous paient pour les résultats que vous fournissez. Que ce soit là, au Canada, là, mon ISP qui me donne la connexion Internet, je ne le paie pas pour le travail qu'il fait à upgrader la connexion et passer des nouveaux fils et ainsi de suite. Je le paie pour le résultat qui est une connexion Internet.
c'est le même principe pour les MSP. Les gens vous paient pour le résultat que vous fournissez à eux. J'ai un client chez Jacob qui m'avait déjà dit, quand je l'avais rencontré, il dit, si on fait quelque chose 2 fois, on apprend. Puis si on le fait 3 fois, on perd du temps et de l'argent. Puis c'est quelque chose qui, qui m'a fait rire sur le coup, mais que j'ai trouvé très intelligent au fil du temps comme quote. Si vos techniciens font les mêmes choses de la même manière, de façon répétitive tout le temps, ils se sentent bien parce qu'ils disent, OK, je suis confortable, je fais ces tâches-là, mais en même temps, ils vont se tanner, ils vont sentir que leur job est répétitif, qu'ils n'apprennent pas et qu'ils ne grandissent pas. Donc, cette cotation-là devrait bien les faire réfléchir. On va essayer d'être plus efficace et de ne pas perdre du temps. Au niveau des idées, j'ai toujours des suggestions à faire par rapport à plein de choses, mais par rapport à ça, là, je vous recommande généralement de dédier une personne à l'automatisation. Évidemment, une personne à temps plein, c'est pas pour tout le monde. Ça prend un MSP de certaine grandeur pour pouvoir dire, je vais prendre un employé, je vais le mettre là-dessus à temps plein. Mais au moins dédier une personne qui fait l'automatisation à l'interne. Donc, tous les techniciens qui en aient 1, 2, 5 ou 50 vont savoir d'aller voir cette personne-là, puis la personne va dire, OK, je vais le mettre sur ma liste, je vais regarder ça quand j'ai le temps. Donc, ça vous permet d'avoir une personne qui dit, OK, c'est dans tes tâches, ça va être pour toi de t'occuper de cette chose-là. Donc, c'est important d'avoir une personne dédiée ou au moins qui est assignée à faire ces choses-là. Regardez vos projets d'automatisation puis classez-les par gain de temps. Le temps que vous sauvez, c'est une des choses les plus importantes. Partout dans le monde, ça, je le vois, peu importe dans quelle région, que ce soit la France, un peu partout en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie, et ainsi de suite. C'est difficile de trouver des bons techniciens, de trouver du bon staff, de trouver des employés. Donc, si on peut gagner du temps avec nos techniciens, puis être plus efficace, ça fait une grosse différence. Donc, regardez vos projets d'automatisation, dire on veut automatiser des maintenances, du monitoring, des choses comme ça. Lequel qui va vous sauver le plus de temps? Évidemment, c'est désestimé parce que vous ne savez pas tant que vous ne l'avez pas fait, mais à force de le faire, vous allez devenir assez efficace à trouver comment les gains peuvent être faits. Regardez comment souvent est-ce que je peux utiliser ces choses-là. La fréquence d'utilisation de ces automatisations-là va vous aider à déterminer lesquels que je devrais faire en premier. Puis évidemment, le temps que ça prend pour bien mener le projet. J'ai des gens qui viennent me voir et disent, écoutez, je passe 15 heures par année sur ça, sauf que ça va me coûter là, 20 heures pour le créer. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure place pour commencer. Par contre, quelque chose qui va vous prendre 1 heure à faire ou 2 heures ou 3 heures, mais qui vous coûte là, 5 heures par mois. Si on peut sauver 60 heures avec 3 heures, évidemment, le retour d'investissement, il est là. Donc, ça fait une bonne différence. Aussi, ayez pas peur de regarder qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui fonctionne déjà. Essayez pas de réinventer la roue, elle existe déjà. Il y a des gens qui ont créé des choses, il y a des gens qui partagent des choses, il y a des scripts qui existent. Entre autres, il y a le SolarWinds MSP, le Automation Cookbook qu'on appelle, où est-ce qu'on met tous nos scripts, tout notre monitoring. Il y a 440 environ scripts et monitoring dessus déjà. Puis c'est une liste qui grandit. Donc, utilisez des choses existantes. Que ce soit d'aller sur Google puis googler des scripts qui existent déjà, que ce soit d'utiliser le cookbook, comme je vous dis, de venir au Office Hours et demander ce que les gens font, que ce soit d'aller sur les forums, de demander de l'aide et ainsi de suite. Mais recréez pas tout de scratch, vous seriez surpris de la quantité de choses qui existent un peu partout. Souvent, les gens me demandent, est-ce que tu peux m'aider à créer X? Première affaire que je fais tout le temps, je vais sur Google. Est-ce que X existe? Des fois, il existe, parfait. Je regarde comment c'est fait, je le modifie à mon goût, comment est-ce que je veux pour ce besoin-là, puis je l'ajuste. Ou des fois, je vais le créer de scratch, ou des fois, je vais modifier quelque chose que je trouve, et ainsi de suite. Mais ayez pas peur de regarder ce qui existe. Ensuite de ça, organiser des challenges ou des programmes de récompense à l'interne. Honnêtement, ça, je le vois souvent de plus en plus. Les gens vont faire des déjeuners automatisation. Là, évidemment, c'est souvent virtuel en ce moment, là. Mais on va voir des gens qui font des déjeuners virtuels, qui vont faire des programmes de récompense. Donc, en anglais, on dit des bounty programs. Là. Les gens vont dire à leurs techniciens, que ce soit encore là, ça s'applique là, que vous ayez là, 1 ou 2 techniciens ou que vous en ayez 100, de leur dire, pour chaque automatisation que vous créez, je vous donne un montant de X. Ou aide-nous à sauver tant d'heures, puis on va te donner une journée off. Des fois, ça, c'est une incentive qui est non financière, qui peut être très intéressant pour bien les employés. On le voit souvent, les gens qui le font pour chaque heure qu'ils sauvent ou pour chaque journée de travail qu'ils sauvent, ils vont avoir tant d'heures off.
Puis ça devient, là, les gens vont quasiment se payer une semaine de vacances avec ça, qui ne vous coûte rien à part évidemment le temps de l'employé. Sauf que pour vous, vous pouvez avoir sauvé 1 mois ou 2 de temps de travail, donc c'est plus rentable quand même. Donc, ayez pas peur de faire des challenges et des programmes de récompense à l'interne pour ça. Puis évidemment, il y a des formations qui existent, que ce soit les Automation Bootcamp qu'on offre. Mais l'automatisation, là, je vous dirais, là, regardez, là, Automation, on a des bootcamps au niveau PowerShell, on a des bootcamps au niveau monitoring, au niveau patching, pour vous aider dans toutes ces sections-là du déploiement. L'automatisation, les gens ont souvent ils vont avoir là, la vision en tunnel en se disant OK, je fais des scripts, c'est tout. Mais l'automatisation arrive partout, que ce soit au niveau du monitoring, que ce soit au niveau du patching. Automatisez les patchs que vous faites pour vos clients le plus que vous pouvez. J'ai des gens à qui est-ce que j'ai donné le cours de patching récemment, le mois dernier, qui me disaient on fait encore les patchs à la main. Donc, on fait du remote desktop sur les machines, on clique installer les patchs, next, 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 on attend que ce soit fini, on rallume la machine, puis on va aux prochaines machines et ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on voit encore. Dans certains cas, il y a des cas de niche où est-ce qu'on n'a pas le choix. Ça arrive, mais ça devrait être l'exception. Ça devrait être le 0,05 et non pas le 95. Automatiser ces choses-là. Donc, regardez l'automatisation large et non pas l'automatisation purement PowerShell. Donc, faites attention à ça, évidemment. Là, j'ai été un peu preachy, j'ai été un peu business, un peu sales dans ce que j'ai expliqué. Par contre, on va regarder des exemples au niveau de l'automatisation. Un des exemples que j'ai très, très couramment, les gens vont dire j'ai besoin d'ajouter puis de maintenir un compte d'administrateur local. Donc, quand le client m'appelle, je rentre dans sa machine à distance, mais ça me prend un compte pour pouvoir faire de la gestion. Ou des fois, le client m'appelle, il est locké out, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien qu'il peut faire. Il faut que je lui donne un compte pour qu'il puisse rentrer, avoir accès au Wi-Fi pour que je puisse rentrer à distance pour travailler dessus. Ça peut être un compte comme ça aussi. Donc, ça me prend un compte admin pour gérer. Assez simple. Les solutions, il y en a deux. On peut créer un compte de supervision, un service de supervision qui va ajouter et maintenir le compte MSP, ou on peut faire un deuxième compte service de supervision qui peut s'assurer que des administrateurs non autorisés ne seront pas là. Donc, je le fais souvent avec des gens où est-ce qu'ils vont dire, regarde, nous, on sait que sur ces machines-là, il devrait avoir ces 3 admins-là seulement. N'importe qui d'autre, on ne les veut pas, ils ne devraient pas exister. Donc, ça nous permet de vérifier de façon très unifiée qui est-ce qui est sur les machines. Donc, c'est tout simplement là, de créer ces choses-là. Je vais vous montrer un exemple de ça. Donc, on va regarder, on va faire une petite démo de ça. Je vais aller dans Automation Manager. Je vais le trouver ici, voilà. Puis, cette politique d'automatisation-là, ça utilise Automation Manager, qui est notre outil interne qu'on développe pour faire l'automatisation. C'est comme des petits blocs Lego, comme je parlais tantôt. J'ai créé récemment des objets Meraki pour Cisco. Je peux dire, OK, trouve-moi toutes les admin accounts de Meraki. J'ajoute ça là. Boum, je rentre les champs que j'ai besoin, je le roule, puis ça fait ce que j'ai besoin. Donc, dans cet exemple-là ici, je dis, est-ce que mon compte administrateur, il existe? Donc, s'il n'existe pas, je le crée. Une fois que je l'ai créé, trouve tout le monde qui est dans le groupe administrateur. Là, dans mon cas, c'est administrateur en anglais. Vous devriez le mettre en français dans votre cas probablement. Ensuite de ça, il vérifie si mon utilisateur est dans le groupe. S'il n'est pas dans le groupe, je l'ajoute. Je reset le mot de passe au cas où quelqu'un l'aurait changé pour une raison quelconque. Je le débarre au cas où quelqu'un l'a barré. Puis, je re-enable, je rallume le compte si quelqu'un l'a désablé pour une raison quelconque. Ça, dans le fond, c'est une politique qui encapsule beaucoup de choses qu'on m'a expliqué au travers du temps que les gens avaient besoin. Que ce soit des problèmes au niveau de la gestion utilisateur, que j'ai mon admin account, mais là, cet user-là, lui, il se sentait bien intelligent, c'est un power user, puis il connaît ça. Il est allé sur la machine, il est allé dans les comptes admin, puis il a vu qu'il y avait un compte qui s'appelle MSP Admin. Je ne savais pas c'était qui l'a désablé. Mais si je roule cette politique-là à tous les jours sur toutes mes machines, puis lui, il l'a désablé hier, ben aujourd'hui, il va être re-enablé. Donc, ça va m'assurer que je garde mon utilisateur qui est toujours dans le groupe admin, puis qui est toujours activé de façon constante, puis qui reste activé. Donc, ça, c'est un exemple qui est dans le cookbook, qu'on utilise dans nos Automation Bootcamp, dans nos cours, pour vous montrer comment le faire. Donc, c'est un exemple qu'on crée avec vous dans les cours, qu'on s'assure que vous comprenez bien, puis qu'on vous fait faire, évidemment, pour que vous ayez quelque chose comme un exemple pour utiliser vous-même. Mais encore là, ça semble un peu inquiétant, un peu complexe pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est sûr.
Mais une fois qu'on fait le cours, on fait comme ah, OK, c'est simple, parfait. Puis cet exemple-là, là, moi, je le crée là, du début à la fin en à peu près là, 3 minutes peut-être. C'est pas un exemple complexe, c'est un exemple qui est assez rapide. Là. On drag and drop tous les objets qu'on veut, puis boum, c'est créé. L'avantage d'utiliser les objets, c'est qu'en arrière-plan, la majorité, c'est du code PowerShell, mais on s'assure de faire le code pour vous. Donc, créer un utilisateur local. Nous, on a créé un script. Les scripts pour les objets sont là entre 10 puis 1500 lignes, honnêtement. Il y a des scripts que j'ai faits qui sont très, très longs pour les objets, puis il y en a qui sont très, très courts. Mais ça vous permet de l'utiliser sans avoir à vous inquiéter de créer des scripts ou de googler des scripts puis de les intégrer sans savoir ce qu'ils font vraiment. Nous, on s'assure de les tester et de les créer pour vous. Mais encore là, si vous dites, moi, j'aime pas les objets, je veux utiliser mon propre script. Il y a un objet qui s'appelle Run PowerShell, je le mets là, je mets mon propre PowerShell dedans puis je l'utilise. Ça, c'est pas un problème. Si c'est ce que vous voulez, c'est là, c'est disponible, mais ça vous permet de le faire de façon automatisée. L'autre exemple dont j'ai parlé dans le PowerPoint il y a quelques minutes, c'était de regarder les comptes admin puis les comparer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fournis une liste d'admin que je veux, puis je les compare. Donc, si quelqu'un a été ajouté ou enlevé du groupe admin, le système va m'avertir que quelqu'un a modifié les comptes admin, puis va me créer une alerte. Donc, souvent, les gens, dans leur checklist quotidienne, vont vérifier que les comptes admin sont corrects, qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il n'y a pas de problème, vont vérifier les event logs et ainsi de suite. Ça le fait pour vous. Donc, je peux monitorer que personne a modifié les comptes admin, puis ça, on le roule à toutes les 15 minutes. Donc, si quelqu'un l'a modifié ou s'est donné des privilèges admin, ça va nous avertir. Donc, encore là, c'est un exemple qui est dans l'Automation Cookbook. Vous êtes déjà client, c'est facile, on le prend, on l'utilise, boum, c'est réglé. Pas besoin de réinventer la roue, pas besoin de faire rien de compliqué, le système le fait pour vous. Un autre exemple qui est excessivement commun, c'est le déploiement d'applications. Ça, c'est quelque chose qui est un gros problème pour énormément de gens. On veut déployer des logiciels Office 365, Adobe Reader, WinRAR, vous le nommez, ça va être probablement un problème. Vous pouvez créer des politiques d'automatisation pour chacun. J'ai des gens qui le font. Avec Automation Manager, c'est facile. On fait downloader le logiciel d'un site web, rouler l'installateur, boum, ça se fait absolument. Mais là, à ce moment-là, vous devez maintenir les liens vers les sites, vous devez vous assurer que vous comprenez comment l'installer, que ce soit compatible avec différents Windows et ainsi de suite. Donc, c'est un paquet de problèmes. Alternativement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à utiliser Chocolatey. Chocolatey, c'est une plateforme qui est crowdsourced, donc les gens soumettent eux-mêmes leurs idées d'automatisation, puis créent des scripts pour faire les installations. Donc, on roule les commandes, puis on peut installer à peu près n'importe quel logiciel. Là. Il y avait au-dessus de 7000 logiciels qu'on pouvait installer à partir de là. Donc, ça vous permet là, d'utiliser l'automatisation de façon là, très facile à partir de là. Donc, je vais vous montrer un exemple de Chocolatey encore une fois, juste pour vous montrer. J'aime bien le montrer juste pour vous montrer. C'est pas des choses. C'est des choses qui semblent compliquées, mais c'est des choses qui sont très faciles. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit voici les logiciels qu'on veut installer. Là, évidemment, il faut savoir lesquels qu'on veut. Pour savoir lesquels qu'on veut installer, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site de Chocolatey. Donc, si on va sur chocolatey.org, c'est un site évidemment qui est gratuit, c'est disponible. Il y a des milliers de logiciels. Il y en a 8200. La dernière fois que j'ai donné le cours, pas le cours, que je l'ai montré récemment, je pense que à 7000 quelque chose. Donc, la liste grandit souvent. On voit ici Adobe Reader. Pour l'installer, on fait Choco Install Adobe Reader. Il y a un petit installateur à mettre dessus que la politique s'occupe pour vous. Donc, tout ce que ça prend, c'est le nom ici. Donc, Adobe Reader, Flash Plugin, Google Chrome et ainsi de suite. Parfait. Là, je suis pas mal juste sur le temps, donc je vais regarder un dernier exemple. C'est la collecte d'informations BitLocker. On le voit de plus en plus, là, les besoins de sécurité sont énormes, peu importe quelle compagnie, peu importe où, c'est important. Donc, les gens de plus en plus vont allumer BitLocker, que ce soit avec des scripts, que ce soit à la main, que ce soit lorsqu'ils font le setup du PC pour le client. Donc, le besoin est assez simple. Donc, ça prend quelque chose pour monitorer BitLocker, puis ça prend quelque chose pour aller chercher les clés. La dernière chose que vous voulez, c'est le client qui vous appelle et qui dise OK, vous avez mis BitLocker sur ma machine, c'est superbe, mais là, j'ai besoin de restaurer parce que j'ai un problème. C'est quoi ma clé BitLocker? Puis je ne sais pas, vous devriez l'avoir écrit. Puis là, la conversation devient très désagréable très rapidement. Donc, c'est important de bien prendre le temps de capturer les clés BitLocker. Puis quelque chose, évidemment,
qu'on a déjà créé pour vous faciliter la vie. Donc, encore là, je parlais de PowerShell tantôt, donc j'ai créé un script PowerShell très, très simple, ben, quand même ça, qui va aller chercher, est-ce que BitLocker est allumé? Comme là, on le voit, je l'ai roulé tantôt sur ma machine. Puis ça va me dire ici, si je vais à la fin, je vois dans mon cas que BitLocker, le feature est allumé sur ma machine. Par contre, moi, j'ai un MacBook Pro qui roule Bootcamp, donc j'ai décidé de ne pas l'allumer, de ne pas mettre BitLocker dessus. Donc, il me dit ici, BitLocker n'est pas allumé. Donc, ça me donne une alerte. Il a décrypté mon drive. Donc, ça me donne une alerte dans RMM, dans N-Central, ça va m'avertir que BitLocker n'est pas allumé. S'il serait, ça capturerait la clé, puis ça pourrait donner l'information. Donc, c'est possible d'aller chercher le statut de BitLocker, puis c'est possible d'aller chercher les clés de BitLocker. Donc, encore là, on veut automatiser le processus pour pas que vous ayez besoin de dire j'allume BitLocker, je copie-colle la clé, je la garde quelque part. Puis là, la journée que le client, lui, décide qu'il ferme BitLocker pour une raison quelconque, puis après ça, il se fait chicaner, il rallume, mais il ne vous donne pas la nouvelle clé. Là, vous n'avez plus la clé parce que vous ne l'avez pas faite à la main. Donc, lui s'assure qu'il capture la clé puis il le garde pour vous dans votre plateforme. Donc, c'est juste un autre exemple de bien s'assurer d'utiliser l'automatisation de façon efficace. Là, juste pour terminer, évidemment, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est très rapide. Là, j'avais pris une demi-heure. C'est juste le début. C'est sûr que sans avoir une bonne plateforme RMM, c'est très difficile de superviser quelque chose si vous n'êtes pas capable de le monitorer, si vous n'avez pas de plateforme. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas résoudre automatiquement si vous ne pouvez pas le superviser. Puis si vous ne supervisez pas le client, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites si vous n'êtes pas alerté. C'est quelque chose qui s'avance, right? Si on n'a pas une plateforme RMM, on ne peut pas le monitorer. Si on ne le monitore pas, on ne peut pas l'automatiser. Si on ne l'automatise pas, on ne peut pas refaire les rapports et les alertes au client pour lui dire qu'on le fait. Puis si on ne fait pas ça au client, le client ne saura pas ce qu'on fait, puis c'est là qu'il est plus porté à aller magasiner ailleurs parce qu'il ne comprend pas tout ce que vous faites pour lui. Il faut moi les fichiers Excel, là, et voilà, il est là. Donc là, ce qu'on a fait, nous, il y a déjà, j'ai travaillé dessus avec une équipe il y a un certain temps. On a créé un calculateur d'automatisation. Là, lui est en anglais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui travaille à le traduire. Moi, j'ai la version anglaise présentement. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on peut dire, OK, moi, je le veux en euros, juste parce que, why not? Mais ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de dire, OK, combien d'employés est-ce que j'ai? Combien que j'ai de serveurs, de machines et ainsi de suite? Puis le coût complet de mes employés. Puis là, selon notre table de tâches, ça nous permet d'estimer combien de temps qu'on peut sauver en automatisant certaines tâches. Les chiffres ont de l'air hauts. Par contre, c'est des chiffres qu'on voit de façon réelle dans le marché. Les gens, quand ils regardent ça, ils disent ah, je peux sauver là, 5 000 € par mois en automatisant ces tâches-là. Non, ça ne se peut pas, c'est impossible. Mais quand les gens commencent à le faire, ils regardent ça, ils font comme OK, ouais, non, je comprends là. Parce que l'idée, c'est que c'est du temps qu'on passe à la main. Que ce soit au niveau des desktops, si vous faites bien ce que vous êtes supposé faire, ce que vous dites à vos clients que vous faites, donc si on regarde là, ici, au niveau du desktop, on monitore là, la garantie, les licences, on fait du patching, l'antivirus, des choses comme ça. Donc, si on fait bien tout ce qui est dans cette liste-là, ça, c'est le temps que ça prend par mois à faire ces tâches-là pour le volume d'ordinateurs qu'on avait là-bas. Ensuite de ça, le temps pour le faire de façon manuelle après avoir automatisé, le temps est grandement diminué, évidemment. Puis on a fait ces tâches-là au niveau des serveurs, au niveau des applications et ainsi de suite, pour pouvoir vous donner un rapport des métriques pour vous montrer, voici, vous, en tant qu'MSP, combien de temps que vous pouvez sauver en faisant de l'automatisation. Donc, c'est des chiffres, mais c'est des chiffres qui sont importants parce que ça vous montre potentiellement, pour un MSP de votre grandeur, pour le nombre d'employés que vous avez, pour le nombre de machines que vous avez sous gestion, combien de temps qu'on peut sauver si on l'installe bien, si on le fait bien, ces tâches-là. Marc-André, ce sont des estimations ou ce sont des chiffres que vous avez basés sur des cas qui existent déjà? C'est des cas on a basé ça sur des cas qu'on a travaillé avec des partenaires un peu partout dans le monde. On l'a calculé avec eux, puis on a passé au travers de ces chiffres-là pour les gens qui le font et qui ne le font pas. On a fait aussi des clients où est-ce qu'on les a aidés à le faire, comme le client que je suis allé visiter. Là, lui est en Indiana, je crois. Que là, je parlais, il avait porté d'après le 6 000 à 16 000. On avait fait cet exercice-là avec lui. Puis, c'était assez proche. Parce que c'est des chiffres qu'on a regardés. On dit, OK, les employés nous coûtent tant. Puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous battiez vos propres chiffres. Parce que si vous dites, moi, mes employés dans notre région coûtent plus cher,
au lieu de 35, coûte 40, mais on voit que les chiffres changent. Évidemment, si vous êtes dans un pays ou dans une région où est-ce que les employés coûtent 20 € à l'heure, ben les savings vont être moins élevés. Évidemment, c'est pas magique. Là. Je ne créerai pas de l'argent ce que je ne peux pas. Mais si vous, votre coût d'employé est toujours 40 € à l'heure, le coût complet, ben, les savings pour une compagnie de cette grandeur-là, avec, disons, là, 500 desktops, puis moi, j'ai, mettons, 20 employés, ben, je peux sauver de temps par mois. Donc, c'est des chiffres qu'on a vus selon le coût de l'employé, selon les tâches à faire, selon les vrais chiffres. Puis évidemment, les gens, des fois, vont dire que c'est impossible. Par contre, ça assume que vous faites les tâches que vous dites que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, 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 ça ne nous coûte pas du tout proche de ça. Mais c'est parce que quand on regarde la liste, ils disent ouais, ben ça, on ne le fait pas vraiment. Ouais, mais ça, on le fait à tous les 3 mois. Mais c'est parce que le client, si vous dites, on vérifie, disons là, un exemple, on vérifie la performance CPU, disk et memory, mais on regarde ça une fois ou 3 mois via un petit rapport. Ben, c'est pas la même chose que de le monitorer en temps réel puis d'avertir quand il y a un problème puis corriger le problème automatiquement. Donc, c'est sûr, vous ne passerez pas ce temps-là par mois par machine si vous ne le faites pas. Donc, c'est là des fois que les gens questionnent les chiffres, mais ça dépend si vous faites vraiment ce temps-là. Le plus gros danger, c'est de montrer ces tableaux au client final. Il ne faut surtout pas qu'il voit ça, en fait. Sinon, il va demander une baisse de sa facture. Oui et non. Honnêtement, j'ai des gens là, qui sont excessivement transparents. J'en ai qui l'utilisent, qui disent nous, c'est notre source secrète, on ne le montre pas à personne, on ne dit pas ce qu'on fait, on dit au client moi, tu me payes 1 000 $ par mois, puis je fais tout. Mais je ne te dis pas ce que je fais. Il y en a qui le font. OK, sure. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont être très transparents. On dit, écoute, nous, notre sauce secrète, c'est qu'on automatise énormément de travail. On a des équipes spécialisées. On fait des années qu'on fait ça. Notre travail à nous, c'est de regarder comment on peut être plus efficace pour toi. Donc, souvent, le problème va arriver, tu ne le sauras même pas, mais on va l'avoir corrigé. Puis ça, c'est parce que c'est fait automatiquement. Ça vaut-tu moins d'argent? Non. Sauf que c'est dans l'éducation puis c'est dans la présentation au client de bien le faire. On y reviendra sur la table ronde parce qu'il y a évidemment toute une partie de dialogue avec le client sur tout ce qu'on lui propose aussi qui est important dans cette notion-là, évidemment, quoi. Exactement. Mais ce qui est le plus important à la fin, c'est à la fin du mois, à la fin du quart, c'est que le MSP, qui est le Trusted Advisor en anglais, là, qui est la personne qui est de confiance, c'est d'aller le voir le client et dire voici un rapport de tout ce que j'ai fait, que ce soit automatisé, manuel, peu importe, dit comme vous voulez, mais voici 50 ou 100 ou 150 ou 500 choses que j'ai fait pour vous ce mois-ci. BitLocker a été enlevé, je vous l'ai remis automatiquement. Quelqu'un a installé un logiciel de torrent, je l'ai enlevé pour vous automatiquement. C'est pas important si ça a été fait à la main ou automatiquement, c'est que ça a été fait. On a enlevé le risque avant même que tu savais qu'il y avait un risque. On était là pour toi. C'est là que l'automatisation devient importante. C'est là que ces coûts sauvés-là, c'est là que ces chiffres-là sont réels. C'est là qu'on le voit. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le calculateur. C'est pour vous aider à voir visuellement, OK, c'est un investissement, ça vaut vraiment la peine. Puis les gens, des fois, vont me dire non, c'est impossible parce que j'ai un technicien puis je ne sauverai pas tant que ça. Sauf que c'est parce que vous ne faites pas ce que vous dites que vous faites souvent. C'est ça qui est plate à dire, mais c'est souvent ça. Mais si les gens investissent vraiment le temps pour faire toutes les tâches, c'est excessivement dispendieux à faire. D'accord. Donc, je sais qu'on me posera la question. Donc, les MSP peuvent récupérer ce calculateur et l'utiliser eux-mêmes ou il vaut mieux le faire avec un spécialiste qui leur explique comment bien l'utiliser? Oui, bien, généralement, les gens aiment ça passer au travers avec quelqu'un. Je crois que les gens WhatsApp peuvent faire ça facilement. Mais oui, c'est disponible. Pour nous, on a le MSP Institute où est-ce que les gens peuvent venir downloader le contenu de formation, des choses comme ça, comme le calculateur. Donc, c'est disponible sans problème. D'accord. Très bien. C'était pas mal ça. Ouais, peut-être juste rapidement, juste des ressources. J'ai expliqué beaucoup de choses depuis le début. Là. Rapidement, là, on a les bootcamps que j'ai parlé tantôt. Je vais m'assurer de mettre les liens dans le chat tantôt si vous voulez vous en inscrire. C'est des cours gratuits qu'on offre. Le Success Center, c'est là, dans le fond, que nous, on publie tout ce qu'on fait, que ce soit le cookbook, les forums, des choses comme ça. Les Automation Office Hours, c'est un webinaire que je fais là, à toutes les 2 semaines. Moi, on l'a changé mais de façon mensuelle récemment. À tous les mois, je vais là-dessus, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Les gens me posent des questions pendant 1 heure sur n'importe quoi. Des fois, je rentre dedans, là, puis les gens me disent bon, ben moi, j'ai un serveur VMware, puis je vais faire telle chose. Là, je suis comme OK, donne-moi 5 secondes. Là. OK, on va faire ça. Puis là, on le fait ensemble pendant le cours, pendant le webinaire, puis je le donne à l'audience après. Donc, c'est quelque chose qui est plaisant parce que je ne sais jamais ce qui va arriver. D'accord. Marc-André, on va devoir passer au témoignage si ça ne vous dérange pas. De toute façon, on se revoit dans 20-25 minutes pour la table ronde. Il y a quelques éléments que je pense que sur lesquels on reviendra et d'autres sur lesquels on entrera peut-être plus en détail. En tout cas, je vous remercie pour
cette présentation très complète et on posera les questions s'il y en a à la toute fin de la table ronde. Merci beaucoup Marc-André. Je vais demander donc à Julien Nérial de Nérial Informatique d'activer son micro. Donc Julien, donc vous êtes on va dire revendeur informatique, en tout cas, qui a basculé vers un modèle MSP. On va peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de votre entreprise parce qu'elle est assez intéressante. Hein. C'est une entreprise familiale. Je crois que vous m'avez dit que vous êtes la 3e génération, hein, vous, à la tête de Nérial Informatique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les fondations, on va dire, de votre entreprise? Oui, tout à fait. Effectivement, je suis la 3e génération. L'histoire, la naissance de la société Nérial, elle remonte au commerce de mes grands-parents qui avaient une librairie papeterie dans les années 30-40. Et en 1962, mon grand-père a été le premier à vendre des calculatrices programmables en Auvergne. Et puis le commerce a été ensuite transformé par ses fils en société en 1980 sur le marché de la micro-informatique dès le démarrage en fait, de ce marché sur un modèle de distributeur de micro-informatique. L'entreprise a connu une très forte croissance entre 1980 et 2000 où le marché a été vraiment à l'époque que j'ai pas connu, mais quand on m'en parle, je vois les étoiles dans les yeux de ceux qui l'ont vécu, où il fallait équiper tout le monde et où c'était de la folie. Il y a eu une très forte croissance. Avec à l'époque un développement qui est passé par la croissance externe sur un groupe qui couvrait le quart sud-est. Et puis, début des années 2000, l'entreprise a commencé plutôt à une décroissance, à une phase de décroissance moins marrante, et puis pour se recentrer sur l'agence historique qui était l'agence de Clermont-Ferrand. Et c'est là que moi je suis arrivé en 2013 pour un projet de reprise de l'agence de Clermont-Ferrand qui était à l'époque un intégrateur avec toute une histoire, avec toute cette histoire. En précisant, donc vous avez un positionnement uniquement B2B, on ne l'a pas dit au départ, mais c'est important quand même de le préciser. Vous ne vendez pas aux particuliers, vous vendez qu'aux entreprises de la région Auvergne et un petit peu plus, c'est ça? Alors voilà, sur la partie intégration, proximité, on intervient sur l'Auvergne et globalement à 2 heures de route, donc on déborde un petit peu, on va jusqu'à Lyon, on s'est monté un petit peu aussi dans le nord, côté d'Orléans, etc. Et puis à l'ouest. Après, sur les services managés qui sont le thème d'aujourd'hui, et on intervient sur de la partie hébergement, infogérance et sécurité. Et là, on a moins de frontières. Donc là, on a des clients dans toute la France. Une de vos spécificités dans ce domaine-là, c'est d'être vous-même hébergeur. Vous avez votre propre infrastructure d'hébergement, ce qui est quand même pas si commun, en tout cas pour une entreprise de votre dimension. Vous pouvez exactement. Ça, c'est aussi le principe. Donc ça, c'est l'héritage du passé aussi, et qui nous a permis de saisir au bon moment cette opportunité de se mettre sur ce marché-là avec nos propres infrastructures. On a depuis 1995 une infrastructure dite salle blanche à l'époque. Donc on a toujours eu cette culture-là, enfin en tout cas depuis 1995, donc ça commence à dater un petit peu. Et sur le marché du cloud privé, on est positionné depuis 2009 avec des clients qui tournent en full externalisé. Et on a fait évoluer ce modèle et aujourd'hui, effectivement, c'est une grosse part de notre activité en modèle MSP, c'est de fournir des ressources informatiques en mode IaaS, en mode contractuel, avec jusqu'à la couche administration du système. C'est ça. Pour vous, le service manager, ce n'est pas juste de la gestion de parc et du stockage ou de la sécurité, ça va bien au-delà de ça. Vous allez vraiment dans les couches technologiques assez fortes quand même du client, avec votre IaaS sur cloud, IaaS sur cloud privé. En plus, cette bascule vers le service manager, il y a quelques années, vous l'avez prise de manière vraiment stratégique. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où moi j'ai repris l'entreprise, on avait cette culture service qui était en tant que généraliste, en fait, on le faisait comme des généralistes. Et moi, la décision stratégique, elle a été de changer le modèle économique, de se dire demain, l'entreprise, elle doit être rentable, on doit assumer les coûts de structure et la masse salariale avec l'activité service manager. Donc là, j'ai déployé effectivement des investissements et un plan de croissance sur ces services-là. Donc l'hébergement, l'infogérance et la sécurité, avec cette ambition-là, qui était vraiment de transformer l'entreprise. Et vous avez, une formation commerciale, vous m'avez dit, et pas technique, justement. Donc vous venez plutôt d'une école de commerce et vous avez plutôt cette vision-là, en fait, du modèle, du business model. Exactement. Moi, je viens d'une formation commerciale, mais j'ai fait mes premières armes dans le e-commerce. Très grosse appétence pour la vente en ligne.
Et dans le modèle et dans ce que je souhaite faire, il y a toute cette dimension également qui est liée au web et à la méthode de commercialisation à laquelle je suis assez sensible. Ce changement, et donc, il a forcément impliqué aussi une façon différente de parler avec les clients, voire même de servir certains clients, voire même de ne plus avoir certains clients. Est-ce que vous avez pris des décisions assez drastiques, je crois, aussi dans ce domaine? Alors, c'est toujours prétentieux de dire qu'on peut le faire ou qu'on choisit ses clients. Après, dans cette démarche-là, on a vu des clients, effectivement, pour lesquels on fournissait du service, c'était une aberration. Donc, on a arrêté certains services, certaines approches qui étaient vraiment pas rentables, qui pouvaient l'être dans les années 80, quand on vendait des centaines de milliers de francs à l'époque de matériel, mais qui, en 2020, sont plus possibles. Donc, on a changé effectivement certaines approches sur des services, sur des manières de délivrer les services qui étaient aux antipodes du service managé, justement, qu'on ne fait plus du tout. D'accord. Donc, on a arrêté effectivement de proposer des contrats qui, par nature, étaient des contrats curatifs. D'accord. Ceux qui prenaient en fait trop de temps par rapport à ce que ça pouvait rapporter en temps, en tout cas, j'imagine. Exactement. Et là, justement, on rentre dans le cœur du sujet qui est l'automatisation. C'est quelque chose auquel vous avez pensé d'emblée en passant sur la notion des services managés. Est-ce que vous avez créé le business d'automatisation en même temps que le business de SP? Alors, moi, n'étant pas technique, bon, je vais dire que tout est plutôt parti de la data. Vraiment, cette obsession de se dire aujourd'hui, j'ai trop conscience de toute la data potentielle à laquelle on accède et également du manque d'exploitation de ces données au service du client. Donc, derrière ça, il y a l'automatisation qui vient très vite, parce qu'on se dit déjà collecter la data, comment je la collecte, je la mets où, quelle data je collecte, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Donc, ça a plutôt été d'abord de faire un mapping sur tout ce qu'il nous fallait comme data et de se dire comment contractuellement je peux avoir cette data, comment je peux en toute transparence expliquer au client que je la collecte pour lui délivrer du service. Donc ça a été très fort effectivement dans la démarche dès le départ. Et après, comme le disait tout à l'heure Marc-André, moi je fais partie des MSP qui sont partisans d'expliquer au client comment on fait et quels sont les bienfaits pour lui, pourquoi je collecte la data et demain, comment je vais l'utiliser pour lui, pour la qualité de service. Et vous êtes sur la transparence totale, vous, de ce que vous apportez aux clients en termes de service et comment vous les délivrez aussi. Oui, je suis plutôt partisan de cette approche. Pour moi, ça fait partie effectivement de la culture du résultat. Faut bien expliquer un petit peu quand on vend un résultat, je trouve, commercialement, que c'est quand même important de donner quelques clés sur comment on fait, sans donner la recette, dire comment on fait. Marc-André l'a souligné tout à l'heure, une des difficultés aussi, c'est de trouver des compétences en interne, soit peut-être même en externe, ou enrôler en tout cas des gens qui sont capables de mettre en place toute cette automatisation, tous ces scripts. Comment ça s'est passé au sein de Nerial Informatique? Alors nous, effectivement, on a, là, on va vite dans les équipes, ceux qui ont de l'appétence pour le sujet, qui ont envie d'y passer du temps. Donc on a eu de la chance, on a eu 3 profils un peu différents qui s'intéressaient au sujet et on leur a dégagé du temps, effectivement, avec nos partenaires de revendeurs de solutions à l'époque, qui avaient des profils techniques très compétents sur les solutions SolarWinds, en l'occurrence, et qui nous ont accompagnés pour nous expliquer ce que pouvaient faire les produits et nous montrer un petit peu, nous mettre le pied à l'étrier en nous montrant un petit peu comment on pouvait effectivement créer des scripts, etc. et utiliser le produit intelligemment. Donc vous avez facilement trouvé les outils, vous avez aussi facilement trouvé les outils qui vous ont aidé dans ces développements. Donc vous avez parlé de SolarWinds MSP, c'est votre principal fournisseur en tout cas sur ces sujets-là? Sur la partie scripting, oui. Sur la partie que j'appelle infogérance, on va dire, pour la gestion de parc et des infrastructures, c'est effectivement notre outil principal. Et derrière, avec la logique data, on a quand même développé beaucoup nos bases de données et d'API entre différents outils, dont SolarWinds et Central, pour venir faire un maximum d'utilisation de données, d'automatisation, pas que de tâches d'infogérance, mais également de tâches de facturation, de tâches de remontée d'informations pour les clients, de suivi commercial, etc. Vous avez été capable de mesurer le gain justement en temps que ça vous a dégagé, cette création de script, l'analyse des données, la facturation, tout ce que vous avez pu en tout cas le maximum automatiser?
Là, si je reviens sur ce que je disais au départ, c'est-à-dire je le vois comme un business model, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est un peu jeté à l'eau sur des choses avec une vision qui était théorique. Et on a fait beaucoup d'investissements dans des outils, dans du temps. Et on a revu la politique d'offre on a vendu du forfait et plus du temps. Donc, on a vendu le résultat. Donc, on est parti des données qu'on avait pour le faire. Mais globalement, dans le détail de se dire sur telle chose j'ai gagné, telle chose j'ai perdu, je suis pas capable de le dire. Sauf sur un sujet qui a été pour nous vraiment évident, ça a été la partie de gestion des mises à jour à travers des scripts d'automatisation pour l'environnement Windows, où là, le temps, on considère c'est quasiment un salarié sur l'année qui a été économisé. Alors, on continue à contrôler quand même ce que font les scripts, mais en temps d'exécution, on va dire que c'est quasiment une personne à temps plein qui a été remplacée par l'automatisation sur la partie mise à jour uniquement. Rien que sur le patching, uniquement sur l'automatisation. Rien que sur le patching. Et qui est quelque chose qui a été relativement facile à mettre en place? Oui. D'accord. Ça a été relativement facile. Immédiat, quoi. Ouais. Ah oui, là, c'était bénéfice immédiat. Bon, après, comme on est dans une démarche de transformation, donc après, il a fallu aussi, il faut réoccuper, il faut voir quand on est en transformation, c'est qu'après, les gens qui sont là, ils sont là. Donc, si j'ai quelqu'un qui fait que ça, qui sait faire que ça, le temps qu'il fasse autre chose, il se passe un petit peu de temps, il faut l'anticiper aussi. Donc, ça se fait, mais ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Voilà. Marc-André a montré aussi qu'il y avait beaucoup de ressources disponibles quand on veut se lancer dans notamment la création de scripts. Est-ce que vous avez exploité bien ces ressources? Est-ce que vous avez été soutenu aussi quand vous aviez besoin d'aide ou d'assistance pour certains sujets, que ce soit par Whatsoft ou par SolarWinds ou par d'autres intervenants d'ailleurs? Alors, on l'a été, oui, au démarrage du produit, en fait. À chaque fois, on a changé, on a été sur RMM, puis sur N-Central. À chaque passage de technologie, on a été très bien accompagné et par SolarWinds et par Whatsoft, techniquement, pour nous orienter sur les choix, valider les choix et nous accompagner sur les paramétrages de ce qu'on souhaitait faire. Après, aujourd'hui, dans le fonctionnement, on n'est pas focalisé à tort sur le scripting. On reste un petit peu tout de suite dans le développement sur la partie data au sens général, au sens large, plutôt process organisationnel. Donc, facturation, gestion des tickets, remontée directe vers le client, que sur l'automatisation de script. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire vivre au quotidien. C'était intéressant là, dans les petites idées que lançait Marc-André tout à l'heure, sur les incentives, etc. Il y a des choses à gratter, parce qu'après, pour le laisser en culture de tech support, moi, ça reste dans des cultures plutôt des cadres de l'entreprise que vraiment de l'opérationnel du support. Donc, ça veut dire que les grosses briques, on les a posées. Aujourd'hui, on n'a pas dans une véritable dynamique d'automatisation où on trouve toutes les semaines un nouveau sujet d'automatisation. On va être plutôt sur un rythme semestriel. Voilà, ça va être à chaque fois des gros morceaux encore qu'on va automatiser. D'accord. Mais là, aujourd'hui, vous avez quand même un rythme d'ajout de services assez régulier. Est-ce que chaque fois que vous ajoutez des services, vous pensez tout de suite automatisation aussi? Est-ce que les deux vont forcément de pair? Oui, ça fait partie aussi des apports. En fait, on met le doigt dans un encore une fois, je insiste sur le modèle économique, c'est-à-dire on réfléchit différemment. Donc aujourd'hui, quand on pense à un besoin, on va être tout de suite sur un fonctionnement automatisé du début à la fin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit livrer, quelle est la promesse du client et comment nous, on va prendre la responsabilité de l'ensemble du périmètre et pas se dire je mets dans le contrat que je fais ça et puis ça y est pas. Dire non, qu'est-ce que veut le client? Est-ce que ça, je suis capable de proposer un service manager là-dessus? Est-ce que je l'ai déjà? Comment je peux l'enrichir? Qu'est-ce que je peux rajouter comme autre brique de service pour arriver à satisfaire ce besoin-là? Donc, on est complètement dans cette logique-là. Et on crée des services. Par contre, de nouveaux services, on en crée quasiment tous les mois. D'accord. Les prochains, justement, vous pouvez nous donner quelques pistes sur des choses que vous allez mettre en place prochainement pour vos clients? Le dernier créé, c'est un échange de fichiers type WeTransfer sécurisé. Donc là, c'est lié à l'hébergement. La majorité de ceux que l'on crée sont liés à l'hébergement. Ça, c'est le dernier qu'on a créé, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend là, c'est pas ici que je vais en parler, mais on va dire qu'il y a un niveau de conscience sur
la confidentialité des données qui augmente. Et voilà, aujourd'hui, les entreprises font beaucoup plus attention qu'il y a 3 ans. Après, sur l'avenir, c'est vrai qu'on est sur des réflexions aujourd'hui, comment intégrer dans des environnements cloud privés du service managé, comme ce que l'on peut faire au niveau de l'hébergement. Donc ça, aujourd'hui, on travaille sur ces approches-là qui sont prises par l'ensemble des constructeurs également. C'est comment, en gros, je délivre un service abonné en abonnement qui répond aux besoins du client. Donc aujourd'hui, on est là-dessus. C'est les dernières approches qui ne sont pas encore marketées, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus aujourd'hui. Et la partie commerciale, justement, les commissionnements, ce genre de choses, est-ce que vous avez facilement aussi réussi à les intégrer dans ce nouveau business model basé principalement sur les services? Non, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai essayé d'incentiver, ça n'a pas marché, donc je suis revenu en arrière et je paye moins aujourd'hui les services managés qu'il y a 3 ans. D'accord. Et la croissance ne faiblit pas pour autant. Donc ça peut être compliqué à comprendre, mais au final, quand on n'a que ça comme dans le pipe de service, c'est facile à comprendre pour un avant-vente. Un service managé, une fois qu'il a compris, il n'est pas vendeur, il ne se pose pas de question du prix. Donc, quand on répond à des projets et que dedans, pour la sauvegarde ou pour l'infogérance, on n'a que les briques service managés, d'ailleurs, on pousse ça. Donc, si c'est bien expliqué, ça se vend tout seul, entre guillemets. Vous avez combien d'employés chez Nerial Informatique? Alors, on est 45. 45, d'accord. Et pour un chiffre d'affaires de combien? Alors, 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros en 2020. Et la partie abonné, donc l'abonné service managé, c'est 2 millions d'euros. D'accord. Donc, vous avez quoi? C'est 40, je ne suis pas très bon en calcul, 40% à peu près de revenus récurrents, on va dire, sur votre chiffre d'affaires. Oui, c'est à peu près ça. Donc, vous avez quand même eu une croissance dans ce domaine-là assez forte depuis 2017, depuis la bascule que vous avez faite dans ce domaine-là, parce que vous étiez parti, j'imagine, d'un taux bien plus faible. Oui, on a doublé. On a doublé. En 3 ans, on a doublé. On a pris 1 million en 3 ans. À 30% à peu près, en moyenne, ça fait 30% par an. Et j'imagine que sur la gestion de la trésorerie, ça vous donne quand même aussi une sorte de soupape de sécurité. Le modèle économique, il est hyper intéressant pour l'entreprise. Là, il n'y a pas photo. Ça, c'est tout le monde est très est unanime sur le sujet. Effectivement, là, c'est très confortable, mais ça demande quand même, il ne faut pas sous-estimer les investissements que ça demande en fonction de là où on veut aller, jusqu'où on veut aller. Parce que le service manager, ce n'est pas forcément un business model d'entreprise. On peut en faire en tant que généraliste, mais pour en faire vraiment aller jusqu'à une transformation de l'entreprise, ça demande quand même de très gros investissements. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Julien. On va tout de suite se retrouver de toute façon pour la table ronde, donc pour reparler un petit peu de tout ça. Je vais demander à Stéphane Waro de Whatsoft et à Marc-André de se connecter, à Marc-André de revenir avec nous, de réactiver leur caméra et leur micro. Voilà. Bonjour Marc-André. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes, parce que vous êtes le seul intervenant qui n'est pas encore parlé? Ben oui, donc je suis Stéphane Waro, donc je suis chez Whatsoft. Dans une semaine, ça fera 1 an que je serai chez Whatsoft. Donc je suis formateur et au support client pour la société. Et puis mon rôle est de former, d'assister, de conseiller les clients justement sur les différentes solutions SolarWinds et notamment justement sur comment optimiser aussi toute la partie MSP et toute la partie automatisation quand ils ont des questions par rapport à ça, quoi. Alors justement, sur ce domaine, quelles sont pour vous les premières bonnes choses à faire, les premières bonnes pratiques à initier quand on veut se lancer dans les services managés et dans l'automatisation, justement? Justement, les premières bonnes questions à se poser, c'est déjà quand on rentre un client, c'est de connaître son client et de savoir ce qu'on va proposer comme service. Effectivement, tout à l'heure, comme le disait Julien, le fait de pouvoir proposer des packs d'offres sur l'intervention, sur les différents éléments automatisés, permet justement de gagner du temps et surtout d'avoir des offres qui sont concrètes pour le client. Parce que généralement, quand un client veut avoir une supervision de parc ou avoir une maintenance de son parc,
il va vouloir soit tout faire, donc il va vouloir peut-être être en parenthèse un peu foufou, on va dire, sur les différentes actions à réaliser, alors que si on part sur des offres MSP qui sont bien définies, qui sont packagées, et qu'on est effectivement assez transparent sur ce qu'on va faire en termes d'action, ça permet de canaliser le client et de comprendre en fait quel est l'intérêt effectivement d'un MSP sur la gestion des parcs. De votre côté, Marc-André, vous estimez quoi? On peut vaut mieux aller petit à petit, ou est-ce qu'on peut d'emblée lancer beaucoup de briques d'automatisation dans son offre? Est-ce qu'il y a des services plus simples que d'autres à automatiser? En tout cas, je vais poser la question comme ça. Ouais, non, honnêtement, pour mon opinion, on est mieux de commencer petit. J'ai des gens qui ont essayé de commencer très, très gros, très vite, puis ils ont frappé un mur, ils se sont découragés, puis ils arrêtent ça tout là. Donc, le projet, il meurt dans l'œuf. Je l'ai vu plusieurs fois. Il y a des gens qui m'ont dit non, ça ne fonctionne pas, c'est impossible, on a essayé. Mais quand on regarde, ils ont mis une personne ou deux à temps plein qui n'avaient pas d'expérience, qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas des exemples, ils ont juste essayé de tout faire en même temps, ils se sont plantés, puis ça a été horrible. Donc, ce que je vois beaucoup de succès, les gens vont mettre 1, 2, 3 heures par semaine, sur 5, 10 heures semaine, et ça va augmenter tranquillement avec des exemples bien choisis, avec de l'aide, avec de l'assistance. Ça crée un résultat qui est beaucoup plus positif. Qu'est-ce qui est le plus simple aujourd'hui à scripter? Julien a parlé notamment du patching. Est-ce que c'est quelque chose qui sont aujourd'hui très bien intégrés, très facile à mettre en place? Oui, le patching, c'est une des portes d'entrée, évidemment, vers ce processus-là. Mais le patching, c'est, en toute honnêteté, c'est quelques checkbox dans la plateforme RMM. C'est très, très simple à configurer, à utiliser. On a un cours qui est 2h30 juste sur le patching pour bien le faire, mais c'est parce qu'on explique toutes les possibilités, qu'est-ce qu'on recommande, pourquoi. Dépendant des fois, il y a des gens qui vont dire on a des serveurs là, qui font beaucoup de retail, on ne peut pas les patcher de la même manière qu'on va gérer des machines qui font du desktop. Donc, c'est pour ça que le cours est un peu long, mais en termes de simplicité, c'est une bonne porte d'entrée, absolument. Ensuite, on peut aller vers quels autres domaines? Stéphane ou Marc-André peuvent répondre sur le sujet, mais des domaines qu'on peut ajouter assez facilement en termes de briques de services scriptés. Honnêtement, le plus facile pour moi, c'est la maintenance. C'est les maintenances de desktop. Donc, s'assurer là, que Fastboot était fermé, s'assurer que les temp files ont été cleanés, s'assurer que un paquet de petites choses comme ça. On a une politique qu'on a mis dans le cookbook, qu'on a travaillé avec 2 partenaires, un aux États-Unis et un en Angleterre. Donc, on a fait une grosse politique gérée avec eux. Puis, il y a environ là, 10 ou 15 choses qui se font automatiquement. Donc, pour un MSP, il prend cette politique-là, il a déployé là, des heures d'automatisation en 30 secondes. Donc, c'est souvent ça que j'utilise pour des gens, pour dire, voici ça, vous allez voir comment moins de billets vous avez après un mois, vous allez être surpris, revenez me voir, on va vous donner autre chose. Puis c'est une porte d'entrée facile, là. Stéphane, vous êtes évidemment, j'imagine, d'accord avec ce que Tout à fait. Surtout qu'on s'aperçoit, nous, que les clients, quand on les a au téléphone, sont très friands justement de ce genre d'informations, puisque au départ, quand ils vont commencer avec des solutions comme RMM, ils vont vouloir tout superviser sans forcément tout automatiser. Et ils s'aperçoivent à un moment qu'ils se retrouvent avec tellement d'alertes à traiter que ils sont débordés. Donc, il y a une première phase qui est de notre côté de les faire comprendre que tout n'est pas forcément à superviser, qu'ils doivent superviser que ce qu'ils peuvent éventuellement effectivement traiter. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à prendre conscience des différentes tâches qui sont récurrentes et qui doivent être automatisées. Et voilà, donc à partir du moment où ils ont commencé à bien comprendre ça, et c'est là notre rôle aussi en tant que vendeur, c'est de leur dire, voilà, vous avez effectivement cette partie d'audit à faire sur les postes de vos clients et après, vous pouvez automatiser. Mais il faut vraiment connaître d'abord le parc avant de dire, je veux automatiser. Julien, c'est la démarche que vous avez prise de votre côté, justement. D'abord, un bon audit de l'existant, puis ensuite une montée petit à petit dans les services scriptés et managés. Oui, alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur la partie serveur et pas la partie poste. La partie poste, je l'ai lancée au passage sur N-Central, donc il y a 1 an. Avant, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, on est encore assez peu évolué sur cette partie automatisation du poste de travail. Mais sur la partie serveur, c'est effectivement la logique que l'on a eue et on était sur un parc que l'on connaissait déjà bien.
Donc, on a pu on connaissait déjà les spécificités, on a pu développer des scripts spécifiques pour des clients spécifiques sur des choses que l'on connaissait déjà, puisqu'on avait déjà des contrats curatifs avec un petit peu de supervision, on avait déjà ces notions-là. Ça s'est vraiment fait quand même progressivement dans l'évolution des contrats, mais c'est effectivement important de connaître l'environnement client. D'accord. Donc pour ça, évidemment, il faut aussi des bons outils. Marc-André, évidemment, vous avez évoqué un tout petit peu N-Central, SolarWinds RMM. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu aussi des différences entre ces différents outils? Parce que c'est pas forcément toujours évident de comprendre quelles sont les spécificités de chacune des solutions que SolarWinds MSP propose. Oui, en fait, on a deux plateformes RMM qui sont des plateformes sœurs en tant que telles. Les deux ont leur niche, les deux travaillent très bien. On a des gens qui utilisent RMM depuis des années qui sont très heureux avec. On a des gens qui utilisent N-Central depuis des années qui sont heureux. Dans le fond, c'est qu'ils ont chacun leur niche. Des gens qui veulent une simplicité, une capacité là, de dire, OK, en 5 minutes, je vais être prêt à déployer, je vais être prêt à l'utiliser. Je ne veux pas passer 50 heures à le configurer. Disons comme un simple comptable versus un SAP, vont aller vers RMM. Les gens qui veulent cette profondeur-là, le côté enterprise, le côté plus complexe, le côté pas côté complexe, mais le côté flexible ultime, vont aller plus du côté N-Central. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que des gens vont commencer sur N-Central, vont dire c'est trop dur, vont aller vers RMM. Puis, pendant qu'ils maturent, qu'ils grossissent, qu'ils viennent avec des besoins différents, des fois, vont évoluer, vont retourner vers N-Central. Mais ils ont définitivement chacun leur niche. C'est juste au niveau de la complexité. Les bases sont les mêmes. Les deux vont faire le patching, les deux vont faire le monitoring, les deux vont faire la documentation, les deux vont faire la gestion de l'antivirus, de backup, des choses comme ça. C'est juste que du côté RMM, on va avoir une simplicité, donc des fois moins d'options, mais va être beaucoup plus simple à utiliser. C'est comme ça que je le porterai de façon plus facile pour les gens. Et Julien, vous avez justement plutôt opté pour N-Central du fait que vous soyez aussi hébergeur, parce que ça vous apportait aussi d'autres possibilités. Ah oui, c'est vrai que ce qui a pas mal pesé dans le choix, ça a été la possibilité d'héberger la console en tant que provider. Chez vous, quoi. Chez nous, voilà, exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un plus pour nous. Puis effectivement, on est plus dans cette culture de se dire on aime bien pouvoir un peu régler dans tous les sens, même si des fois, c'est pas justifié, c'est plutôt une culture. Donc, on est plus dans cette culture de la souplesse, de toujours essayer de faire l'effort de repousser un petit peu techniquement les possibilités. Donc, effectivement, c'est ça qui nous a emmenés vers N-Central. Après, c'est vrai que la partie, j'en ai pas parlé antivirus, mais c'est extrême, c'est un super cas d'usage, un super cas aussi qui est tellement simple, antivirus. Nous, cette transformation, on l'a fait dès le départ. Et l'antivirus, là, ça paraît tout bête, on n'y pense pas, mais j'y ai pas pensé d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est un régal. Hein. Quand tous les clients ont le même antivirus géré de la même manière, là, ça fait économiser beaucoup de temps. Et puis surtout, au niveau efficacité, qualité de service chez les clients, c'est le jour et la nuit. Moi, je peux dire aujourd'hui, quand je vais chez un client, par client Nerian Informatique, avec notre contrat de sécurité manager antivirus, 2020, 0 ransomware. Et quand vous arrivez chez des clients, j'imagine qu'on a le cas même dans des petites entreprises, qui ont des parcs extrêmement hétérogènes, pour X ou Y raison, parce que des fois, les gens amènent des PC de chez eux ou avec le télétravail aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez quand même assez facilement à concevoir une offre qui va être justement beaucoup plus homogène sur l'ensemble des postes? Globalement, vu que tous les éditeurs sont sur une stratégie abonnée, les roadmaps et les produits disponibles en mode hébergé d'une manière large couvrent plus de systèmes d'exploitation que les offres historiques. Donc, si je prends le cas du Windows 7, effectivement, en mode central, on est encore en capacité de protéger, ce qu'on n'est plus tout à fait en mesure de faire avec certaines offres on-premise. Après, pour le cas du BIOD où les collaborateurs emmènent leur propre poste, etc., là, c'est des choix d'entreprise. Hein. Nous, on alerte les clients, on dit soit c'est dans le périmètre, soit ça y est pas. Si ça y est, c'est facile, à condition de cocher 2-3 quand même cases. Et puis, si ça y est pas, il faut dire que ça y est pas. Mais il ne faut pas permettre à votre collaborateur de travailler avec son PC si il n'a pas une connexion VPN sécurisée, s'il n'a pas un antivirus sur le poste, s'il n'a pas la sauvegarde de ce qu'il fait, etc. D'accord. Donc, c'est pas très compliqué dans ce sens-là pour nous. Pour le client, parfois, c'est compliqué. Ouais. Est-ce que vous parlez de sécurité? Je vais en profiter pour poser une question qui a été posée par quelqu'un de l'audience. Peut-être Marc-André qui va répondre. Faut-il se méfier des paramètres d'automatisation par défaut proposés par les fournisseurs qui, paradoxalement, peuvent ouvrir à des vulnérabilités? Qu'est-ce qu'il faut être un petit peu méfiant quand même sur ce
ce qu'on récupère en termes de choses déjà faites? Oui et non. Ça dépend où est-ce que vous prenez votre automatisation. Ça, c'est la réponse que je donne aux gens. Parce qu'il y a des fournisseurs, il y a des sites, il y a des choses qui sont disponibles que c'est un peu, là, j'utilisais le terme de la magie noire, là, c'est un peu caché qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. C'est juste que ça fait quelque chose, on ne sait pas quoi. Donc, c'est sûr, si on prend quelque chose qu'on n'a aucune idée, on copie-colle un PowerShell script qui est énorme, on ne regarde pas ce qu'il fait, oui, c'est dangereux d'utiliser out of the box sans faire attention. Nous, ce qu'on fait, c'est que au niveau du cookbook, c'est une liste qui est curée. On vérifie chaque item, on regarde les scripts, on s'assure que tout est propre avant de le mettre. C'est pour ça que la liste a seulement 450 items versus d'autres listes qui existent avec 2000 items. C'est qu'on s'assure que ce qui va dedans est bon. On s'assure que ce que les gens nous partagent, que les gens nous donnent est vérifié, puis fait ce que c'est supposé faire au lieu de juste magie. Mais même à ça, je recommanderais aux gens quand même de prendre le temps de lire qu'est-ce que ça fait, ouvrir le script, lire qu'est-ce qui se passe pour dire qu'est-ce que ça fait ce que j'ai besoin que ça fasse. Je crois là, peu importe qui est-ce qu'on est, on devrait être logique pour faire ça. On ne devrait jamais prendre, en anglais on dit à face value, on ne devrait jamais prendre de façon là, automatique ce qu'on nous donne est bon. Donc, peu importe la compagnie, moi je recommande tout le temps de prendre le temps. Absolument. D'accord. Surtout sur la sécurité, j'imagine, c'est particulièrement sensible, évidemment. C'est ça. C'est votre sécurité, c'est votre compagnie, c'est vos clients. Ça serait malheureux là, qu'on prenne un script à quelque part, que les gens ne font pas attention, ils l'installent, puis disent, ça va faire quelque chose, puis finalement, ça donne un virus. Là. Donc, prendre 5 minutes pour lire le script, c'est toujours une bonne idée. Là. Stéphane, Whatsoft, justement, en tant que VAD, donc aussi agrégateur de solutions, on va dire que comment vous gérez à la fois les outils de type plateforme comme SolarWinds, RMM ou N-Central et les solutions logicielles que vous proposez autour. Est-ce que vous arrivez à avoir une vision un peu globale aussi de la chose et comment des scripts peuvent être développés sur ces différents outils? Comme nous, en fait, ce qu'on fait, c'est on suit les recommandations déjà de Marc-André. Donc, on participe énormément aussi au bootcamp qu'il réalise. Donc, ça nous permet à la fois déjà de nous former, nous, en interne, pour monter en compétences sur ces différents éléments. Mais ça permet aussi d'avoir une présence technique sur des bootcamps sur lesquels nos clients sont présents. Et du coup, quand les clients reviennent vers nous par rapport justement à ces différentes questions, nous, derrière, on peut y répondre. Ça nous est arrivé aussi de temps en temps sur des problématiques clients de regarder ce qu'on pouvait réaliser avec l'automation manager et de soumettre, j'avais déjà soumis quelques scripts, moi, justement à Marc-André pour qu'il vérifie si effectivement ça pouvait fonctionner dans le cas de notre client. Et du coup, cette collaboration qu'on peut avoir, nous, déjà avec Marc-André et avec nos clients, nous permettent justement de pouvoir aussi proposer des scripts et de vérifier si les scripts sont bons et peuvent être adaptés facilement sur les consoles RMM. D'accord. Stéphane vient de citer justement Automation Manager. Vous en avez parlé également, Marc-André. C'est un outil qui est intégré aux plateformes ou est-ce que c'est quelque chose qui est à part? C'est intégré. Ça fait partie d'RMM et de N-Central. On a mis le même produit sur les deux. C'est juste que c'est un exécutable qu'on a mis à part, donc c'est un designer. Ça serait comme l'équivalent de dire Visual Studio dans Windows. C'est juste que c'est un outil qui est installé dessus, qui fait partie de la plateforme, qui fait partie, mais c'est juste qu'on l'installe séparément pour pouvoir configurer nos politiques. Comme l'exemple que j'ai donné tantôt pour créer les comptes admin, pour faire les BitLocker et ainsi de suite. On utilise Automation Manager. Ça vous permet, là, j'ai pas le terme en français, mais en anglais, on dit là, no code, low code, puis code, c'est que ça nous permet de faire des exemples sans avoir à faire de scripting pur. On n'a pas besoin d'écrire un PowerShell, on n'a pas besoin d'écrire un batch file, on utilise des objets qui sont pré-créés, on les lie ensemble, puis on utilise. Donc, créer un script au lieu de prendre 1 heure peut nous prendre 3 minutes. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des compétences on n'est pas obligé d'avoir des compétences en développement, ça veut dire, pour l'utiliser. Ou est-ce qu'il y a quand même certains scripts qui, de toute façon, vous l'avez montré un petit peu tout à l'heure sur les démos, mais qui vont forcer un petit peu quand même d'aller rentrer un petit peu dans le PowerShell et d'aller dans la manipulation du code? Absolument. Il y en a que ça va être, on va utiliser PowerShell parce qu'il n'y a pas moyen de le faire avec des objets. Donc, dans ce temps-là, souvent, c'est là que moi, je prends des notes puis je dis, est-ce que je peux créer un objet pour faire ça? Donc, je le mets dans ma liste à créer plus tard. Mais souvent, il n'y a juste pas d'autres choses qu'on peut magiquement créer. Donc, on utilise PowerShell. Mais les clients sont bienvenus de faire un ou l'autre. C'est juste que la plateforme est là pour faciliter la tâche.
Et pour rebondir sur ce que dit justement que Marc-André, moi qui suis arrivé donc il y a bientôt un an, j'ai vu l'évolution effectivement d'Automation Manager au départ les scripts, sur les objets, il y en avait peu et c'est vrai que ça a beaucoup augmenté. Là, je crois qu'il y en a plus de 900 maintenant objets sur Automation Manager et moi qui n'ai pas de compétences forcément en PowerShell, j'ai pu quand même développer quelques scripts quand même intéressants qui ont permis effectivement d'automatiser ou de pallier à certains manques que pouvait avoir par exemple des fois la plateforme. Donc c'est vraiment intéressant à mettre en place et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, c'est les ressources qu'il y a à disposition, que ce soit sur le Success Solar Center ou alors qu'il soit aussi sur les bootcamps. C'est vraiment intéressant à s'y pencher parce qu'on peut gagner énormément de temps sur le déploiement de scripts grâce à justement ces différentes compétences. Julien, vous-même, vous avez plutôt fait monter en compétence vos équipes internes sur ce développement de script ou est-ce que vous êtes allé chercher des compétences à l'extérieur? On a fait monter des compétences en interne. On a fait monter les profils. On avait 2 profils de jeunes qui avaient des formations en réseau et en infrastructure et également en développement. Donc, il y avait déjà quelques notions de développement et qui aimaient ça. Donc, c'est eux qu'on a mis sur ces sujets. D'accord, ça a coupé un petit peu. J'ai compris que vous aviez donc 2 personnes, 2 jeunes qui sont très impliqués sur cette partie-là, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Julien, vous l'avez dit tout à l'heure, rien que sur le patching, vous avez réussi à économiser un poste entier. Le temps dégagé, là, Marc-André en a parlé aussi tout à l'heure un petit peu avec sa calculatrice. Vous l'employez à quoi? Avoir plus de clients, donc que vous pouvez servir avec les mêmes équipes, embaucher. Comment vous gérez aussi le gain de temps que vous apporte l'automatisation? Alors, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase, effectivement, de se dire comment j'optimise mon temps, puis qu'est-ce que je fais des ressources que j'ai économisées. Et puis, avec la croissance que l'on a eue, il y a eu la phase recrutement. Donc, sur la phase recrutement, aujourd'hui, j'estime que je déclenche des recrutements plus tard qu'avant. Donc, un technicien support va être en capacité, pour le dire différemment, d'assumer l'infogérance d'un plus grand nombre de serveurs. Ce ratio a augmenté. Voilà. Donc ça, c'est ce ratio que je suis moi, que j'ai évalué pour ma société, en disant aujourd'hui quel est le chiffre d'affaires service que représente un technicien support potentiel sur mon mix de services managés actuel, et que je compare à de la délégation sur site ou à du delivery. Et là, je peux vous confirmer qu'effectivement, c'est bien plus rentable quand on est sur un modèle de service managé. C'est de l'ordre, moi, mon estimation, on peut facturer entre 170 et 200 cas de service avec un tech support. Oui, ce qu'on dit souvent quand on parle de service, c'est qu'il ne faut plus tellement voir le chiffre d'affaires, mais il faut surtout voir la marge. Je pense que là, vous êtes vraiment dans ce cas-là, évidemment. Ah bah oui, clairement. Et là, ça se sent, une fois qu'on a enclenché la marche avant sur ce modèle-là, ça se sent très nettement chaque année. D'accord. Marc-André, vous avez évidemment une vision très internationale de tout ça. Donc, est-ce que, on sait que la France, elle part un peu loin sur le modèle MSP, on est en train de rattraper le retard comme toujours, mais que ce soit en Amérique du Nord ou dans les pays scandinaves, est-ce que vous voyez un modèle émerger qui va encore plus, vers beaucoup plus encore de services managés, plus que 50% du chiffre d'affaires, voire même parfois jusqu'à 100%? Honnêtement, le plus que j'ai vu, c'est entre 50 et 60 jusqu'à maintenant. La majorité se tiennent là, entre 10 et 30%. Mais le plus que j'ai vu, c'est autour de 50-60. Mais il y a un certain point où est-ce que c'est plus efficace, là, ça vaut plus la peine. J'ai des gens qui disent on automatise tout. Puis quand je m'assieds avec eux, ils disent ouais, mais on automatise tout, mais pas ces choses-là. Donc, la réalité, là, c'est le maximum que j'ai vu, c'est autour de 50-60. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus d'efficacité si on aborde la notion de service par métier? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus faciles peut-être à gérer de manière globale? Je ne sais pas si en ce moment, ce n'est pas des bons exemples, mais l'hôtellerie, par exemple, mais on va prendre la santé, par exemple, qui marche très bien en ce moment. Est-ce que c'est des secteurs où je crois d'ailleurs que, Julien, vous êtes hébergeur de santé au niveau de votre offre, il me semble. Vous me l'avez dit, il me semble. Donc, c'est oui, effectivement, on est. Est-ce que ça vaut le coup de sectoriser ces services? Est-ce que ça a des avantages également? Oui, ça a des avantages. Il y a certaines industries qui sont plus difficiles. J'ai vu des gens qui travaillaient, disons, avec les concessionnaires automobiles, par exemple, les compagnies automobiles en général.
J'ai des gens qui travaillent sur le milieu manufacturier. Donc, il y en a un avec qui je travaille qui, lui, il gère des manufacturing floors de Coca-Cola, par exemple. Donc, lui, évidemment, sa maintenance qu'il peut faire, c'est excessivement limité parce qu'il ne peut pas toucher un ordinateur de production qui marche 24 heures sur 24. Donc, lui, il dit, là, on fait du patching à toutes les semaines, ce n'est pas vraiment une option. Donc, dépendant de l'industrie, oui, on voit des différences assez grandes au niveau de ce qui est possible. Au niveau financier, les banques, elles, travaillent de 9 à 3. Donc, qui est autour de ça, c'est plus facile. Donc, oui, au niveau de l'industrie, absolument. Les gens qui n'ont pas d'industrie spécialisée, généralement, vont essayer de standardiser, dire tout le monde est la même chose le plus possible. Mais les gens qui ont des industries plus, ils vont aller chercher des verticales. Eux vont avoir des choses plus spécifiques, puis ils vont avoir des capacités différentes. Absolument, on le voit. C'est pour ça, des fois, que je dis aux gens, découragez-vous pas si vous commencez, puis on dit, regarde, j'ai essayé 3, 4, 5 choses, je ne peux rien automatiser. Ça se peut, ça va arriver. C'est juste que des fois, dans votre industrie, dans les choses que vous avez choisies, les exemples que vous voyez, ça se peut que ça ne se fasse pas. Ça arrive, malheureusement, mais c'est de regarder, passer ces exemples-là, puis regarder qu'est-ce qui est possible au lieu de focuser sur ce qui n'est pas possible. Parce que ça arrive beaucoup, dépendant des verticales. Julien, excusez-moi, je vous ai coupé là-dessus. Je voulais répondre justement, cette approche verticale, c'est quelque chose que vous avez chez Marriott aussi, en tout cas au niveau des offres de la santé. Oui, alors après, c'est vrai qu'on ne va pas avoir une sectorisation par l'activité du client, mais effectivement, les données de santé, on est quand même sur quelque chose de très spécifique, qui est normé pour le coup, mais qui va considérer dans notre cas, qui va concerner dans notre cas, en fait, on voit que ça concerne, ça peut concerner du public avec de la recherche, quand il y a de la recherche à l'université qui nécessite de l'hébergement de données de santé, on va être dans ce cadre-là. Sur certaines associations qui développent des programmes et qui sont liés aussi qui nécessitent d'intégrer des données de santé, et ça va vite. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas. Donc, on ne va pas être sectorisé par l'activité, mais effectivement, là, par la nature de la donnée qu'on va traiter. Là, par contre, c'est très spécifique. Et là, on est dans les niches, effectivement. Vous ne créez pas de script dédié à une verticale, c'est ça que vous voulez dire, en fait. Dans HDS, on ne risque pas. À données de santé, on ne risque pas. Mais non, effectivement. Mais par contre, on va créer des process. C'est vrai que moi, j'ai plus une vision globale. On n'est pas dans l'automatisation uniquement de la tâche d'infogérance. On va être… c'est mon côté non technique qui fait que j'ai cette vision un peu qui englobe un peu plus les aspects facturation, etc. Mais sur ces segments-là, effectivement, on ne va pas être simplement dans l'automatisation des tâches. Mais par contre, dans le process, il faut qu'on ait le même process pour tout le monde et que ça marche. D'accord. Stéphane, justement, Julien évoque la facturation. Est-ce que c'est justement un des éléments aussi pour lequel on peut rentrer aussi dans l'automatisation, la création de rapports, tout ça? Est-ce que c'est des choses qu'on peut voir voilà, aussi? Moi, je voulais juste rebondir un petit peu ce que disaient justement Julien et Marc-André sur la partie automatisation et justement par rapport au secteur. C'est que nous, on s'aperçoit aussi que les clients, pas mal de clients, reviennent régulièrement vers nous en fonction aussi de l'actualité. C'est-à-dire que là, suite justement aux différentes attaques, par exemple, contre les hôpitaux ou des choses comme ça, on s'aperçoit que les clients qui avaient dans des secteurs qui étaient touchés par éventuellement des hacks ou des choses comme ça suite à l'actualité, reviennent régulièrement nous demander des informations ou des conseils justement sur cette partie-là. Après, effectivement, sur la partie facturation, là où les MSP ont un gros gain à jouer, c'est que eux, quand ils utilisent une plateforme comme la nôtre, ils savent effectivement quel est l'investissement qu'ils vont avoir, que ce soit au niveau matériel, mais aussi humain, puisqu'ils ont aussi leurs employés. Et derrière, ils ont aussi tout un rôle à jouer à proposer un package qui soit à la fois cohérent et pour eux, dans un premier temps, puisqu'il faut aussi effectivement que ce soit rentable à leur niveau, mais aussi que ce soit cohérent par rapport à leurs clients. C'est-à-dire que si vous proposez une offre qui n'a strictement rien à voir avec les besoins de votre client, donc c'est ce que je reviens un petit peu à dire tout à l'heure sur la connaissance client, vous allez effectivement perdre celui-ci pour une méconnaissance du métier ou une méconnaissance de votre base client. Donc l'importance quand on veut faire de la facturation, c'est de proposer des offres qui soient vraiment packagées, déjà pour limiter effectivement les différentes solutions que vous pourriez mettre en place, mais surtout pour vraiment avoir des packages qui soient vraiment
compréhensible, parce que ça, c'est très important au niveau des clients, et donc d'avoir une facturation qui est tout à fait judicieuse. D'accord. Marc-André, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, donc il ne faut pas non plus se lancer en se disant je vais devoir partir from scratch, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi, le MSP crée une sorte de communauté autour de son activité, donc il y a une vraie entraide, en tout cas, je ne sais pas, sur la France, je ne sais pas, mais dans les autres pays, est-ce que vous constatez un effet communautaire autour du MSP, notamment sur le partage de scripts? Oui, en fait, honnêtement, même il y a 2 ans, on avait beaucoup de misère à faire partager les clients. Les gens disaient c'est ma secrète, c'est mon propriété intellectuelle, on ne partage pas, c'est à nous, c'est that's it. Puis 2 ans plus tard, on a fait là, notre meeting avec nos clients advisory. Puis sur le groupe, 80% ont dit oui, je suis prêt à partager. Il y a 2 ans, là, c'était autour de 20%. Là, c'était très, très, très limité. Donc, on voit un gros switch. Avec la globalisation, les MSP là, se voient moins comme concurrents, se voient plus comme collaborateurs de plus en plus. Donc, ils sont plus prêts à dire, si moi, je donne 5 scripts, on va peut-être en récupérer 500. Donc, les gens sont plus prêts à partager leurs expériences, à partager qu'est-ce qu'ils font de façon ouverte. Là. On voit une grosse ouverture à ça récemment. Whatsoft a aussi un rôle à jouer dans justement ce partage de l'information, j'imagine? Tout à fait, c'est-à-dire que de plus en plus, nous développons des vidéos, que ce soit technique, que ce soit commercial, donc pour accompagner justement nos clients sur les différentes nouveautés, sur les différentes actualités. Et donc, voilà, on relaye aussi pas mal d'informations, notamment que SolarWinds va nous évoquer. Alors, je prends le cas de SolarWinds parce qu'il y a Marc-André, mais bien sûr, c'est l'ensemble des éditeurs aussi pour lequel nous intervenons. Donc, on propose pas mal de vidéos. Donc, voilà, nous, notre rôle est vraiment d'accompagner nos clients pour qu'ils puissent être informés sur les différentes nouveautés et qu'ils puissent aussi monter en compétences de leur côté pour proposer d'autres offres qui soient plus adaptées à leurs clients. D'accord. J'ai vu d'ailleurs, je le précise aux participants, que Marc-André a publié quelques liens là, dans la partie chat, j'imagine sur pas mal de ressources dont vous avez parlé tout à l'heure, Marc-André, c'est ça? Je vois les Office Hours. D'accord. Ouais, c'est des webinaires qui sont malheureusement en anglais présentement seulement. S'il y a assez de demandes que je le fasse en français, je vais être heureux de le faire. Évidemment, pour moi, ce n'est pas un problème un ou l'autre. Mais en ce moment, là, c'est des webinaires qui sont en anglais. Là. Je sais que WhatsApp travaille sur leur propre version de ces webinaires-là. Mais à notre niveau, à nous, là, c'est en anglais. Oui, WhatsApp fait de toute façon un gros travail de localisation sur les ressources, j'imagine aussi. C'est des choses que c'est vrai qu'en anglais, on est toujours en retard en français, pardon. On est toujours en retard sur le niveau d'anglais, donc il faut travailler là-dessus, même s'il y a des gros progrès, quoi. Julien, jusqu'où vous allez on vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais l'analyse de données, vous avez même, je crois, des data analystes chez vous, même pour aller encore plus loin dans la gestion des remontées de data que procurent vos clients. Est-ce que ça va vous permettre d'aller… Oui, effectivement, c'est vraiment là-dessus que moi, j'ai fait un gros focus. Donc, aujourd'hui, ça passe par quelque chose qui est assez classique chez nos clients. On a créé notre data warehouse et on est en train de structurer un nouveau poste d'ingénieur data, donc qui va avoir pour mission de faire vivre ce data warehouse et de créer toutes les passerelles, les API, les web services entre les différentes applications et d'utiliser le data warehouse pour être enrichi en données. Derrière, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur la satisfaction client, parce que les clients nous demandent des choses très simples, en fait. On va dire non techniques. Quand je dis très simple, c'est non technique. Typiquement, avoir une vue sur leur parc informatique, avoir une vue sur certaines alertes, etc. Et ça, c'est pas une complexité technique, mais ça reste une complexité de traitement de la donnée quand même, malgré tout. Et moi, c'est la partie qui retient vraiment mon attention depuis le départ, et sur laquelle on investit pas mal. Et c'est assez complexe, je m'en suis rendu compte. L'automatisation est complexe. Je me rends compte aussi ce matin qu'il faut peut-être que j'y consacre un peu plus de temps. Mais cette partie data, elle est vraiment nécessaire pour moi dans l'attente du client, qui aujourd'hui a besoin de transparence, de visibilité sur ce que l'on fait et de résultats. Donc la partie MSP, elle apporte le résultat, mais le reste, ça c'est pas suffisant dans la démarche. Marc-André, moi, c'est quelque chose que j'entends assez rarement. Enfin, on sait l'importance de la data finalement, mais il y en a au final peu qui le font vraiment.
Le cas de ce que fait Julien sur l'analyse de la donnée, est-ce que c'est des choses que vous voyez chez des MSP de l'autre côté de l'Atlantique ou sur d'autres pays européens? On le voit de plus en plus. Les gens, on leur dit leur data, c'est la source de la vérité. C'est là qu'on va voir ce qui se passe, que ce soit vérifier leurs billets pour voir qu'est-ce qu'on peut automatiser, que ce soit de vérifier leur data pour voir c'est quoi votre retour sur investissement avec l'automatisation, que ce soit de montrer aux clients, voici les billets qu'on a automatisés, que ce soit au niveau de la visibilité. On a eu des clients, littéralement, parce qu'ils ne regardaient pas leur data, puis ils ne donnaient pas le data à leurs clients, qui ont perdu des clients complètement parce qu'ils automatisaient trop. Donc, ils automatisaient plein de choses. Le client voyait moins de billets, voyait moins de valeur, donc il a cliqué pour un autre MSP qui chargeait moins cher. Puis il est revenu 2 mois après parce qu'il a dit, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas avec l'autre. Il dit, ben non, il dit, moi, j'automatise tout ça. Mais il dit, parce que vous ne me l'avez jamais dit. Donc, au niveau du data, au niveau des rapports, c'est absolument critique de le faire parce que ça peut vous coûter des clients. Littéralement, là, je l'ai vu. Donc, c'est vraiment, vraiment important de le faire. Je pense qu'il suffit de proposer un service de tondre le gazon, et je pense que là, on peut relancer la machine aussi quand. C'est seulement un exemple, mais c'est un exemple qui est réel. C'est la même logique. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le danger. Si on n'explique pas. Le danger, c'est toujours que le client ait l'impression qu'on ne travaille pas pour lui parce qu'on travaille trop bien. Ça, c'est souvent aussi un problème auquel les MSP doivent faire face. Et là, on rentre dans la notion de rapport, d'audit, de la gestion des ticketing et toutes ces choses-là qui sont évidemment aussi essentielles. Absolument. Donc, moi, ce que je recommande généralement, c'est de dire, au lieu de faire un script qui va fixer un problème, faites un script qui va monitorer le problème, qui va créer une alerte, puis faites un autre script qui va corriger le problème, de façon à créer un biais à chaque fois que le problème survient. Donc, on monitore si un logiciel torrent est là. On monitore ça. Quand le logiciel est trouvé, faites un correctif automatisé pour l'enlever. Évidemment, on ne veut pas l'avoir. Par contre, créer un biais pour dire qu'il y avait un problème, puis là, le problème n'est plus là. De cette façon-là, à la fin du mois, on peut aller voir le client, dire, monsieur le client, sur ces 5 machines-là, on a eu ces 50 problèmes-là, mais sont réglés automatiquement, inquiète-toi pas, c'est correct. Mais on a trouvé ces problèmes-là. En même temps, ça aide le client à avoir la visibilité que son staff ne fait pas sa job, puis ça aide pour avoir la visibilité de ce que vous faites pour lui. D'accord. Puis ça ne vous coûte rien de plus là, en tant que tel. Là, vous ne payez pas par billet avec vos logiciels bien pris. Vous ne payez pas par billet avec N-Central ou RMM non plus. Donc, who cares? En tant que tel, ça vous donne quelque chose qui ne vous coûte rien. D'accord. Donc, le data, c'est la clé. On va conclure par quelques questions du public. Alors là, je pense qu'on y a déjà répondu, mais je vais quand même la reposer. Existe-t-il un programme spécifique de formation pour les partenaires MSP sur toutes ces fonctionnalités d'automatisation? Donc, je pense, Marc-André, vous l'avez déjà quand même un petit peu évoqué, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails, ou peut-être Stéphane aussi, sur la formation des partenaires? Oui, en fait, nous, au niveau SolarWinds, évidemment, comme je vous disais, la majorité de notre contenu, malheureusement, il est en anglais, mais on a la MSP Institute où est-ce qu'on offre un paquet de cours sur demande, du côté business, du côté automatisation, monitoring, patching, PowerShell et ainsi de suite. Le mois prochain, j'ai un cours que je donne en français pour PowerShell, donc apprendre à faire du script en PowerShell. Il est en avril, j'ai mis le lien dans le chat. Lui, c'est un cours en français, par contre, donc vous pouvez faire si vous intéresse. Je sais que WhatsApp a aussi des cours que vous offrez, là, Stéphane. Tout à fait. Nous, on met en place régulièrement des formations, pas forcément que sur SolarWinds, sur les autres produits aussi, dont Mailstore, etc. Donc, effectivement, notre rôle est de former nos clients sur les différents outils qu'ils utilisent. On va aussi, nous, de notre côté, développer d'autres formations beaucoup plus on va dire, intéressante justement sur l'automatisation, etc., pour prendre le relais aussi, puisque le but, c'est de nous aussi former nos clients directement sur les outils, au lieu de passer effectivement soit par SolarWinds et donc libérer Marc-André sur les créneaux horaires pour l'éviter de se réveiller à 4h, 5h du matin là-dessus. Mais voilà, notre rôle est vraiment aussi de former nos clients, et donc ça passe aussi par une formation chez nous en interne pour monter en compétences. D'accord. Donc, il y a une question aussi sur est-ce que les scripts sont catalogués par SolarWinds comme une communauté? Donc ça, vous l'avez évoqué aussi, Marc-André, il y a quand même le cookbook, des choses comme ça. Tout est bien répertorié. Je veux dire, c'est pas juste un fourre-tout où c'est difficile de trouver ce qu'on veut. Il y a quand même aussi une sorte de moteur de recherche, quelque chose comme ça aussi? Oui, donc si j'ai mis le lien dans le chat, si on va sur le cookbook, il y a 450, 440 scripts. Script monitoring pour RMM, pour N-Central, catégorisé par OS et ainsi de suite. Donc, on met les critères de ce qu'on veut. Le système va vous donner une sous-liste. On peut chercher par mots-clés. Donc, moi, je veux quelque chose pour BitLocker. J'écris BitLocker, voici tout ce qui marche. On met des mots-clés là-dedans quand je le crée.
il y a de l'indexation, il y a de la catégorisation. Donc, c'est super facile à chercher. D'accord. Et enfin, une dernière question à Julien. Là aussi, vous avez peut-être en partie répondu, mais est-ce que vous avez eu des difficultés à recruter des personnes qualifiées pour comprendre tous ces process d'automatisation? Vous avez dit, vous êtes plutôt passé par la montée en compétences internes, hein, je crois. Vous avez fait du recrutement aussi. Oui, exactement. Sur ces sujets-là, c'est de la promotion interne. Le recrutement, il est globalement difficile sur ces. Vous avez cherché quand même aussi déjà ou pas? Vous avez cherché à la sortie d'école, des choses comme ça, des compétences? Alors, on n'a pas cherché à recruter spécifiquement sur ces compétences-là, de scripting, etc. Et sur du technicien support, on a des jeunes, on a des reconversions professionnelles, on a vraiment de tout. Et on arrive à recruter, mais c'est clairement pas facile. Pas facile du tout. D'accord, mais ça c'est un problème de toute façon dans tout l'IT. Juste un dernier point, on l'avait évoqué, Marc-André, vous avez la période, on parle quand même tout petit peu de la période actuelle que nous vivons. Vous savez que pour les MSP, c'est plutôt une période, je veux dire faste, j'aime pas employer ce mot-là, mais en tout cas, ils souffrent beaucoup moins que les autres, que les revendeurs, on va dire, qui sont plus dans le transactionnel. C'est ce que vous constatez un peu partout? Oui, en fait, il y a eu tout le monde a été frappé au début quand ça a commencé. Tout le monde cherchait pour sauver de l'argent, que ce soit les clients partout. Par contre, les MSP qui sont des frais fixes qui travaillaient de façon uniforme, on a vu une diminution puis une reprise beaucoup plus rapide. Parce qu'ils ont été capables de récupérer avec leurs frais fixes. Donc, les clients venaient les voir. Sauf qu'au lieu de payer, disons, par service, par heure, par chose qu'ils font, ils disaient, regarde, nous, on s'occupe de ton utilisateur, de tes machines. Donc, le problème a été beaucoup, beaucoup moindre parce que la relation était très différente. Absolument. D'accord. Après, ça dépend parce que si par exemple vous avez des MSP qui sont spécialisés dans un domaine bien précis, par exemple comme la restauration ou surtout le tourisme, j'en ai vu pas mal dans le tourisme qui se sont retrouvés effectivement avec des machines qui ne sont plus à superviser parce que les lieux sont fermés. Donc là, c'est un peu plus compliqué pour ces MSP. Quand ils sont trop spécialisés dans un domaine, là, effectivement, si ce domaine est touché, on voit qu'ils sont impactés. Après, tous ceux qui sont dans l'IT, et c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, après, ça dépend vraiment des secteurs à ce niveau-là. Après, on a vu des secteurs avec des entreprises qui souffrent, mais qui en ont aussi profité parfois pour investir dans la modernisation de leur infrastructure. Donc, il y a aussi du à prendre et à laisser, on va dire, sur ce domaine-là, j'imagine. Même si ce n'est pas du service, on peut quand même encore vendre des choses, j'imagine. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci encore, Marc-André, de vous être levé si tôt pour participer à cette matinée. C'est vraiment une matinée pure et dure. Merci Stéphane, merci Julien. Rien, merci à vous. Je vous donne le programme des prochaines matinales. Donc, le 6 avril, on parlera des télécoms, intégrer les télécoms dans son offre de service manager. C'est mon confrère Benoît Huet qui présentera cette matinale. Il y a également celui qui présentera également celle du 4 mai. Adapter son offre de sécurité dans un contexte de télétravail. On est encore au cœur du sujet. On trouverait avec plaisir le 1er juin pour une session spéciale Microsoft. Donc voilà. Je vous remercie tous. Je remercie évidemment les équipes de WhatsApp pour la partie technique, avec notamment Marc. Merci Marine et Charlène aussi de m'avoir aidé à préparer cette matinée. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.